Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Félix B. Desfossés. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on a un super bel épisode. On reçoit Félix B. Desfossés, journaliste spécialisé en histoire de la musique. C'est d'ailleurs lui qui est derrière les livres « L'évolution du métal au Québec »,« Les racines du hip-hop au Québec » et tout récemment, le livre sur les vulgaires machins qui, au moment où on se parle, est disponible en librairie. Et j'ai eu la chance de le lire et c'est à la hauteur de mes attentes. On apprend des tonnes de trucs sur les vulgaires. Ben qui a changé la vie, je crois, de plusieurs personnes et probablement quelques auditeurs qui écoutent le podcast en ce moment. Donc, je vous invite fortement à aller le lire, le consulter, l'acheter. C'est une super belle œuvre. En plus d'être journaliste, Félix est musicien. Il a joué dans plusieurs bands punk rock, dont certains je suis certain que vous connaissez. Donc, comme à l'habitude, que les bands soient actifs ou inactifs, je vous invite fortement à aller suivre les trucs sur les réseaux sociaux, surtout à aller écouter et acheter leur musique sur Bandcamp. De mes recherches que j'ai faites, la plupart des bands de Félix, même s'il y en a qui sont pas actifs, sont encore disponibles pour acheter des trucs sur Bandcamp. Donc, allez suivre ça, allez suivre les réseaux sociaux, suivez Félix sur Instagram. Évidemment, là, tu sais, je dis musique, je dis journaliste, mais il y a aussi plein d'autres projets dans lesquels il est impliqué. Allez suivre ça. Et si vous voulez faire de même, partagez le podcast. Vous pouvez vous abonner au Patreon si jamais vous avez un petit 3$ de lousse pour avoir les petits épisodes d'avance et aussi avoir la participation automatique à tous les concours que je fais. Donc, sans plus tarder, on va aller écouter une chanson d'un des bands dont Félix a fait partie. On va aller écouter « Je veux danser avec toi » des Prostitutes. C'est un petit 1 qui entre ton micro. Oui. Okay, parfait. Numéro 1. Comme la pizzeria Noranda. Ah, c'est comme ça? C'était plus des années 80. Aujourd'hui,
Ça existe plus, mais tu sais, c'était comme faussement italien, là, à l'époque où on essayait de se faire encore à croire que la pizza, c'était italien. Ah ouais. Pizzeria Noranda, la numéro uno. Genre, ta gueule, man. Aucun italien, là, genre. Avec ta Ben ouais, mais numéro tu sais, uno. même, vu qu'on a parlé même du show de NoFX d'hier, tu sais, la fameuse pizza Sipan qui n'existe plus, la pizza à 99 cents qu'il y avait en France. Ouais, oui. Ça manque après un show en plus. Hey, là, donc, mais les pizzerias, c'est drôle parce qu'il y a une de mes amies qui a fait une story d'une autre des pizzerias de Sainte-Cat, je pense que c'est sur Sainte-Cat, pendant la soirée, puis j'ai juste comme envoyé un fire react, puis j'étais comme, oui, man, la pizzeria de 3h du matin, c'est essentiel. Je me rappelle, même quand les premières fois que je venais à Montréal de Rouen, avec mon chum William Bibeau, shout out, qui est aujourd'hui propriétaire de la Chapelle Barbier, ici à Montréal, il y a deux shops. Les premières fois qu'on venait, le principe de la pizza à 99 cents à cette époque-là, là, je pense qu'aujourd'hui c'est rendu un peu plus cher que 99 cents. Je pense qu'il y en a plus en bas de 3 piastres. C'est ça. Mais le principe de la pizza à 99 cents, on tripait tellement là-dessus. Là, on était comme, man, on s'en va à Montréal manger des pizzas à 99 cents. C'est genre le principal attrait. On était tellement Pour le contents. prix du gaz, ça va coûter. On va sauver en bouffe anyways de rester sur place. Exactement. Tu sais, on disait, man, c'est fou, là. Tu peux, avec 3 piastres par jour, survivre à Montréal. Tu sais, une pour déjeuner, une pour dîner, une pour souper. C'était ça notre perspective. Et moi, je faisais le calcul, là, tu sais, puis il était quand même grosse les pointes, là, puis j'étais comme, pourquoi je me commanderais une pizza quand je pourrais la fabriquer moi-même avec des pointes à 99 cents, ça me coûterait moins cher que la tarte au complet. Exact. C'est fou, hein? Ben, je pense qu'ils faisaient leur argent, c'est liqueur. C'est ça qui arrive. Ah, peut-être, ouais. Judicieux. Mais pourtant, il y avait les petites épices aussi sur la table que j'étais comme, tout le monde en mettait beaucoup. Ouais. Ils perdent de l'argent, là, aussi. Ça, c'est clair. Ah, oh, oui. Hey, non, mais ça, c'est... Puis d'ailleurs, une de mes meilleures anecdotes puis de punk rock, inclus de la pizza à 99 cents, en 1998 ou 99, je me rappelle plus exactement. On était parti de Rouen pour venir au Vans Warped. Puis il y avait entre autres Rancid cette année-là. Je me demande s'il y avait pas NoFX aussi. Puis en tout cas, c'était une grosse année pour de vrai pour le Vans Warped. Il y avait vraiment des gros noms. Puis on avait comme un ami de Rouen qui restait sur Saint-Timothée, Ontario. Fait que c'était comme proche du centre-ville. Puis dans ce temps-là, il fermait Saint-Denis pendant un moment donné pendant le mois de juillet. Je sais pas si c'est encore le cas, mais juste pour rire. Okay, ouais. Fait que là, la rue était fermée. Puis on est juste comme allé se promener sur la rue Saint-Denis après le Vans Warped. Ça finissait quand même assez tôt, tu sais. Fait que après ça, t'avais comme le reste de la soirée avec rien à faire. Puis on arrive en avant d'une pizzeria, on est comme, on va aller se pogner une pizza là, tu sais. Puis pizzeria à 99 cents, c'est notre seul but quand on vient à Montréal. Fait que, tu sais, le Vans était secondaire. C'est ça. Le Vans est fait, là, c'est comme on va aller, voici la main reason pour qu'on est ici. On rentre dans la pizzeria. Tim pis Lars de Rancid sont là en train de se caler de la pizza. Fait que là, genre, en rentrant, il y a nous autres qui a fait genre, c'est Tim pis Lars! Ils se sont virés vers nous autres, puis ont fait comme, juste un petit, opiné du bonnet pour nous regarder en faisant comme, oh, salut guys, on sait que vous nous avez reconnus. On était comme, OK. Fait que, ils se calent une pizza. Là, nous autres, on est comme, faudrait prendre une photo avec eux autres, quelque chose, tu sais. Fait que là. C'est vraiment stressant avant de demander. Là, c'est ça, là, qui est game d'y aller, qui parle en anglais. Finalement, c'est comme moi qui parle le mieux en anglais de la gang. Fait que c'est comme moi qui y va. Fait que là, on essaie de se dépêcher pour les suivre plutôt que d'aller coller notre pizza. Mais ils se sont littéralement assis sur la bande de trottoir en avant de la pizzeria sur Saint-Denis. Tu sais, ces gars-là, on est en 98 ou 99, je me souviens plus. Ils viennent de sortir Life Won't Wait, c'est le dernier album qu'ils ont. Tu sais, ils sont des méga vedettes du punk rock, là. Tu sais, ils font des trucs partout sur la planète puis ils font juste venir s'asseoir sur le trottoir sur Saint-Denis, manger leur pizza à la New York style, tu sais, c'est à New York ce qu'ils font, c'est qu'ils font juste la plier en deux à l'intérieur de leur assiette en carton là, c'est comme le classique là-bas. Eux autres s'installent sur le bord du trottoir de même, fait que je vais juste les voir. Je suis comme, hey guys, est-ce qu'on peut prendre une photo? Ça comme, ben oui, pas de trouble. Fait qu'il y a un de nos amis qui avait un Kodak jetable à l'époque, prendre une photo. Fait que, et les autres ont pas été game de venir s'asseoir. Ils ont tous gelé. Fait que je me suis retrouvé tout seul avec Tim Pillars sa photo, puis c'est une de mes photos préférées aujourd'hui de ma vie parce que qui ont des regrets de pas avoir été s'asseoir. Ben là, c'est sûr. Moi, puis là, le faire Outcome the Wolves un peu, mais sur une chaîne de trottoir au lieu de d'installer avec Tim une pointe de pizza au lieu qu'il soit déprimé avec son mohawk. C'est ça. Fait que, tu sais, fait que là, j'étais assis direct à côté d'eux autres, puis tu sais, moi, dans ce temps-là, Lars, c'était vraiment mon héros sur les deux, tu sais, je l'aimais beaucoup plus parce que j'étais un jeune en train d'apprendre à jouer de la musique, j'avais déjà des bandes, mais j'essayais de chanter comme lui, puis j'étais pas encore chanteur dans des bandes, fait que c'était vraiment mon héros. Fait que là, je me suis mis à jaser avec, tu sais, comme, tu sais, pis là, je me suis fait comme, OK, qu'est-ce que je pourrais y poser comme question? Puis là, tu sais, l'aspirant journaliste en moi. So, I heard you produced an album for a new band called Dropkick Murphys. Tu sais, je pose la question de moi. Comme, yeah, they're with us right there. Il y a des gars de Dropkick sont en arrière, aussi en train de manger de la pizza. Eux autres sont installés sur l'espèce de terrasse de la pizza à 99 cents. Ils font comme un petit genre, hey, salut.
J'étais comme, oh my god, OK, je rencontre Dropkick, en tout cas, à distance, en même temps que les gars de Rancid. Fait qu'on s'est mis à jaser un peu. Tu fais ça souvent, réaliser des albums. Ouais, puis je veux faire ça de plus en plus. Puis nanana. Puis tu iras checker, je sais plus quelle autre band. Puis on est juste parti après. Puis j'étais comme, wow, OK. Ah ouais. Mes héros du punk rock qui ont été tellement sweet, down to earth, c'est des méga vedettes, ils auraient pu juste rester dans leur hôtel, whatever, mais non, ils parlent avec nous autres, puis ils sont chill de même, puis et Twist of Fate, depuis un petit bout de temps, je me suis mis à collectionner les t-shirts. Puis je me suis rendu compte que Lars, il a commencé à vendre des vêtements sur Instagram. Ah ouais. Il y a une page qui s'appelle Lars Locka, puis il vend plein de t-shirts. Fait que j'ai commencé à y en acheter. Fait que j'ai comme développé une espèce de relation d'affaires, tout simplement. Cool, ça, ouais. Mais régulièrement, j'achète des t-shirts puis tout le kit, puis fait que ça m'arrive souvent de porter genre un t-shirt de Motorhead ou d'Iron Maiden ou des trucs de même qui ont appartenu à Lars. Puis je suis comme genre, man, c'est malade, tu sais, pour de vrai. Parce que lui, en plus, il doit avoir des Christy de belles pièces parce que t'as dit, oups, excuse ma voix de NoFX d'hier, elle remonte un petit peu. Ça va m'arriver aussi. Ben c'est ça, parce que lui, en plus, tu sais, on peut faire un lien parce qu'évidemment, j'ai checké un peu tes bands passés. D'ailleurs, là, je sais qu'on parle de pizza puis de musique, mais je veux juste dire à tout le monde, j'étais avec Félix B.D.Fossé en ce moment. Oui, c'est bon de commencer ça d'assez. Ouais, c'est ça. Un podcast de pizza et de punk, peut-être ça va changer de nice, sujet. j'embarque. Mais parce que ça, je checkais un petit peu, puis toi, dans tes premiers bands aussi, t'avais genre 14-15 ans. Exact. Puis tu sais, il y a des photos de Lars que avant, je pense qu'il embarque dans... C'est UK Subs maintenant, que lui, c'était le petit kid de genre 14 ans qui était assis sur le bass drum pour pas qu'il avance pendant les shows. Puis là, plus graduellement, il a comme fait sa place là-dedans. T'sais. Exact. Fait que t'as cet élément-là aussi qui peut s'entrecouper. Écoute, tellement, tu sais, écoute, quand j'ai eu la cassette de Let's Go de Rancid, mettons, là, c'est en 94. En 94, j'avais 11 ans ou 12 ans. Je suis né en 83. Fait que, tu sais, il faut être très, très jeune. Mon premier show, je l'ai fait à 13 ans dans un camp à Rouen, tu sais, mais après ça, à 14 ans, pour la première fois, j'étais sur un stage à Val-d'Or à ce moment-là. On connaissait rien. On savait même pas qu'il fallait s'accorder. Fait qu'après ça, aussi, tu sais, c'est là où ça va peut-être nous amener à notre sujet du jour, mais tu sais, d'avoir appris sur le tas comme ça, vraiment dans la scène punk rock avec justement un vieux punk ou un vieux métalleux qui vient me voir puis qui me dit « Hey, le jeune, faudrait que tu t'accordes avant de faire ton show. » Mais littéralement, les vulgaires machins m'ont raconté des trucs comme ça, exactement ça, genre Franz de Grimmskong qui leur dit « Faut que vous ameniez des accordeurs sur le stage, guys, pour vous accorder entre les chansons, tu sais, sinon votre guitare est désaccordée à la fin du set, vous vous en rendez peut-être pas compte. » Fait qu'il y a comme cet apprentissage-là du punk rock de Lars Frederiksen de Rancid à Vulgaire Machin, à moi avec mon groupe Résistance quand j'étais ado, puis après ça, tu sais, les prostituées plus tard. C'est tout de l'apprentissage en commun, c'est toute la culture en commun, tu sais, c'est le DIY, puis c'est de l'authenticité, là. Tu peux pas apprendre ça autrement, le punk rock, que d'aller dans un show puis jouer, tu sais. Ouais, puis ça, puis dans le même côté, tu sais, être croche, ça n'a pas rapport au punk rock. Fait que tu sais, de t'accorder entre puis d'être tight puis d'être solide puis que tout soit accordé, tu sais, ça fait juste que t'attires plus de monde pour répandre ton message au lieu de juste d'être le band qui exactement qui fait juste tout trasher, là, c'est je pense que c'est Hugo Mewdy qui me disait en parlant avec Fat Mike à un moment donné, tu sais, il avait dit la seule affaire c'est qu'il faut que vous soyez toujours accordé, tight, bien accordé, puis ça va donner l'impression à tout le monde que vous êtes super tight justement, tu sais, puis que vous êtes vraiment là-dessus. Fait que tu sais, c'est comme dans le fond, une fois que t'es accordé, après ça, le reste, tu peux te pitcher partout, puis tu sais, c'est pas grave si tu manques une coupe de notes au travers de ça. Hier, NoFX, il y en a une coupe de tunes que, tu sais, il y avait des bouts de sloppy, puis ils savent qu'ils ont des bouts de sloppy, mais eux autres, tu sais, ils ont le drummer qui fait jamais d'erreur en arrière d'eux autres tout le long. Je pense, des fois, j'étais comme, tu sais, on oublie qu'il est là tellement qu'il est solide, puis qu'il ne déroge de rien. Smelly, c'est une machine. C'est fou, là. Ouais. Puis tu sais, tu retournes en arrière, mettons, dans le catalogue de NoFX, puis tu t'écoutes The Death of John Smith, des trucs comme ça sur The Longest Line. C'est tellement prog, c'est tellement, il fait des passes de drum là, puis aussi les autres instruments, mais je veux dire, dès le début des années 90, NoFX était sur une coche de punk rock genre progressif que à peu près personne n'a réussi à vraiment accoter depuis ce temps-là. Tu sais, en tout cas, ils sont pas assis là-dessus. Ils ont toujours essayé en tout cas, peut-être pas de se renouveler, mais de continuer, mais ils ont jamais non plus dépassé ce qu'ils ont fait à cette époque-là. Tu sais, je te dirais, l'espèce de Sainte Trinité, pour moi, c'est vraiment Ribbed, Longest Line, puis White Trash. Okay. Parce que là-dessus, tu sais, tu sais, t'as des tunes. Green Corn, la tune qui rouvre l'album, OK, sur les trois. Green Corn, The Death of John Smith, puis Sold Out. Les trois, c'est des petits chefs-d'œuvre de punk rock tight, progressif d'instructure, des affaires qui sont incompréhensibles et difficiles à jouer. C'est pour moi, je trouve ça hallucinant. Ouais, c'est ça. Puis à une époque, tu sais, même
sais, juste les enregistrements étaient beaucoup moins clean et épurés qu'ils l'ont été par après. Ouais. Puis à cette époque-là aussi, tu sais, ils commençaient, dans le fond, c'est-tu, avec... c'est White Trash qui les a peut-être un peu plus mis sur la map. Pocket Joblick, ça a explosé. C'est ça. Fait que tu sais, c'était encore un band qui faisait ça depuis des années, mais qui savait pas si ça allait venir quelque part. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils ont commencé en 83, 93, quand ils sortent White Trash à peu près en 93. Ça fait déjà 10 ans qu'ils jouent de la musique, tu sais. Puis en 94, ils sortent la cassette 10 Years of Fucking Up. Tu sais, c'est comme en 94, au milieu, au moment où ils explosent, ils sont en train de célébrer leurs 10 ans, tu sais. Exact, mais c'est fou parce que puis ben tu sais, si les gens ils ont pas lu la biographie là, c'est comme un petit bijou, ouais, là. Hepatitis Bathtub. Ouais. Puis c'est ça, t'apprends que tu sais pendant 10 ans, puis au début, Fat Mike il buvait pas, il faisait pas de drogue, puis il a comme commencé à faire ça comme tu sais plus tard quand il se mêlait, lui il avait arrêté l'héroïne, ça c'est comme croisé là, il y a comme des affaires incompréhensibles. Puis là aujourd'hui, je pense que de ce qu'on comprenait, il était juste sur le Chardonnay qu'il disait là, ouais. ou le Cabernet ou je sais pas trop là, fait que c'est pas trop clair en tout cas, mais je pense qu'il laisse planer le mystère aussi exact. Un petit peu pour la personne. Puis ça aussi, tu sais, ça va nous ramener à notre sujet autour du livre des vulgaires machins, mais Hepatitis Bathtub, pour moi, ça a été une des grosses inspirations pour choisir comment écrire le livre sur les vulgaires machins. OK. Ouais. Tu sais, il fallait quelque part décider, bon, comment qu'on va écrire ça? Je fais-tu un long récit verbeux avec des grandes phrases? Ou ben si, tu sais, c'est quoi la forme que ça va prendre? Puis je me suis dit, bon, c'est quoi les bons livres en histoire du punk que j'ai lus? Puis mes préférés, ça a été Please Kill Me de Legs McNeil, qui raconte l'histoire du punk à New York, puis Hepatitis Bathtub. Puis question en commun, ben, c'est d'être du oral history. Tu sais, j'ai fait comme, OK, ben là, je devrais m'inspirer de ça le plus possible pour raconter l'histoire des vulgaires machins. Puis, fait que j'avais ça en tête, mais je savais pas comment j'étais pour mettre ça vraiment. Et là, on a commencé à faire les entrevues. Puis au début, ça va sortir en podcast éventuellement ces entrevues-là d'ailleurs. Hein? Ah, fait que ouais, t'as une petite primeur là, on l'a pas dit à personne. Mais pour vrai, je savais pas si j'avais déjà une primeur depuis l'année passée parce que j'ai comme des contacts puis j'ai eu la chance de voir des petits footage de discussions. Ah ben c'est ça. Ouais, bon, fait que c'était tout sur Zoom. Je te révélerai ma source après. Oh, on regarde ça. On va l'appeler ma chouette. C'est le nom de la source qu'il ne faut pas révéler. Parfait. Mais ouais, c'est ça. Au début de la première entrevue, puis ce sera peut-être pas des podcasts, je sais pas, mais j'ai demandé genre, essayez de pas trop vous parler les uns par-dessus les autres vraiment pour que je puisse bien vous citer, tu sais, puis comme, tu sais, finissez, laissez le temps à l'autre personne de finir sa phrase, puis après ça, comme ça, tu sais, moi je vais pouvoir avoir des bonnes citations complètes puis tout. En dedans de 2 minutes, j'ai su que c'était impossible de leur demander de ne pas parler les uns par-dessus les autres, mais surtout de ne pas finir l'idée de l'autre. Et c'est là que j'ai fait comme, oh my God, on a quelque chose de particulier ici. Ça va entrer dans la partie documentaire intéressante. Ces gens-là sont tellement fusionnels qu'ils terminent leurs phrases l'un de l'autre, l'une de l'autre. Et ça, ça s'est imposé comme étant, bon, ben, ça va être un oral history, mais ça va être vraiment toujours comme une espèce de discussion à 3. Fait que c'est toujours comme Marie-Ève qui commence une idée, Guillaume qui embarque, puis Max qui ajoute comme tout le temps un punch, tu sais, quelque chose de drôle, une réflexion. Fait que ça a donné une richesse finalement dans l'écriture que j'aime beaucoup, puis qui aussi, comment dire, je sais pas symboliquement, mais en tout cas, je vais dire symboliquement à défaut de trouver un meilleur mot, représente aussi comment les vulgaires machins ont utilisé la langue vernaculaire québécoise dans leur musique, tu sais, il aurait pu faire comme Banlieue Rouge puis chanter à la française, mettons. Ouais, comme plus international un peu. Il y en avait plein des bandes qui chantaient comme ça à l'époque, mettons, de Sauvages québécois, là, les Parias, mettons, tu sais, que j'adorais à l'époque. C'était quand même un français soutenu, tu sais, ça se rapprochait plus de Banlieue Rouge puis des influences de France. Veux pas, les seuls modèles qu'on avait, ou presque, en français, venaient beaucoup de France. Puis là, eux autres sont arrivés avec, bon, l'idée du punk rock californien, on va dire, skate punk, etc. Puis là, ils ont commencé à mettre ça dans un français québécois. Et c'est là où la sauce lève avec les vulgaires machins, c'est que je pense qu'il y a des choses qui se disent mieux en anglais qu'en français. Il y a des idées qui se disent dans les mots en anglais qu'on n'est pas capable de dire en français, mais c'est la même chose avec la langue québécoise. Des fois, tu vas choisir un terme, on va juste choisir un sacre, mettons, puis ça va nous donner le niveau d'intensité de fâché. T'sais. Si je dis, excusez les gros mots, mais si je dis esti ou si je dis tabarnak, il y a une différence de je suis fâché, ou je suis très fâché ou moins fâché. Ben,
Et donc, dans toutes les subtilités de la langue québécoise, ben il y a ça aussi que j'ai voulu mettre dans le livre, c'est que vraiment utiliser leur langue, leur parler pour illustrer vraiment ce que les autres essayaient de dire. T'sais. Fait que pour moi, ça c'est dans la forme, c'était ça ma grande réflexion. J'ai eu la chance d'interviewer Guillaume puis Marie-Ève séparément, fait qu'ils pouvaient pas se parler un par-dessus l'autre. Ouais. Ça c'est pas pire. Mais je m'en souviens justement qu'au début, il y avait des chansons majoritairement en anglais là, quand c'était Comic Snuff, leur nom de band en fait. Ouais. Puis ils ont vu que la foule réagissait bien à quand ils chantaient leurs chansons en français, fait qu'eux autres, ils ont juste changé parce qu'ils voyaient que c'était ça qui allait mieux fonctionner. Puis c'est bizarre parce que normalement, un band fait l'inverse. Tu sais, je veux dire, il va chanter en anglais parce qu'il va se dire que le monde vont comme plus aimer ça parce qu'ils disent que, tu sais, le français, la phrase classique de, tu sais, ça peut sonner comme un petit peu cheesy, ça peut sonner comme plus difficile à écrire des phrases. Ça peut tellement sonner cheesy en français, là. Mais, tu sais, souvent, quand on commence à nommer des bands, tu te rends compte qu'il y en a des dizaines, centaines de bands qui le font bien artistes. Fait que, tu sais, c'est juste se donner la peine de trouver son langage pour le dire. Puis, Ça, c'est Xavier Caféine qui me dit ça aussi en entrevue à un moment donné. C'est que lui, il a fallu qu'il développe son ton et son niveau de langue québécoise pour être capable de chanter, de l'adapter au rock. Parce que, tu sais, c'est pas comme si, mettons, Offenbach avait pas chanté en québécois avant pour le rock, tu sais, puis Marjo, puis name it, mais là, il fallait l'adapter à une espèce d'esthétique rock qui venait du punk, qui venait du glam, tu sais, puis de toute la scène punk de New York des années 70 que j'adore, puis Caféine, il était à fond là-dedans. Mais lui, il a réussi à trouver le ton parfait pour lui, pour ça. Tu sais, c'est québécois, tout à fait, mais aussi il est capable d'aller chercher un public français de France. Synchronisé aussi avec l'attitude du style puis tout. Là, exact. Fait que, autant que, mettons, les Marmottes aplaties, même affaire, ils ont synchronisé, c'est le bon mot, je pense. Tu le disais super bien, Phil. Tu sais, les Marmottes, mettons, sont arrivés avec leur niveau d'humour extrêmement drôle, puis la langue qui un peu niaiseuse, qui avec tous les termes, le vocabulaire qui s'est développé autour de ça aussi, qui était comme parfait pour accompagner ça. Fait que, tu sais, c'est moi, je repense juste à Jazz n'existe même pas, c'est rien qu'une fiction pour faire peur à vos morons assis dans le salon. C'est comme wow! C'est tellement... dans un sens, c'est deep, dans un autre sens, ça l'est pas. Puis dans un sens, c'est juste bien dit. En tout cas, c'est à se demander même si c'était réfléchi ou s'ils ont juste fait pour la rime. T'sais, après coup, à l'âge qu'il y avait puis au niveau d'expérience qu'il y avait, tu te dis, c'était-tu vraiment comme un exercice d'écriture? C'est ça! Je pense que c'était juste comme un exercice quasiment enfantin d'écriture automatique. Peut-être. Puis honnêtement, j'aimerais ça pouvoir parler de ça plus précisément avec les autres à un moment donné aussi, parce qu'il y a des tunes que tu dis, OK, où est-ce que tu t'en allais avec ça? Puis peut-être que c'est juste des buzz absurdes, puis peut-être aussi qu'il y a quand même une démarche artistique presque poétique en arrière de ça aussi, puis peut-être qu'il me dirait non, pas en tout, pas de poésie. Dans ma boîte à lunch, on peut y retrouver c'est quoi une corde à danser. Dans ma boîte à lunch, on peut y trouver des photos de ma chatte Mimi sur le lit. Boum, elle est jolie, la mienne aussi. C'est sûr. Ouais, ça c'est un... En fait, moi c'est drôle parce que je sais plus si c'est la première ou deuxième entrevue que j'ai faite. C'était avec les Marmottes à Saint-Jean quand ils ont fait le lancement de leur version vinyle dans le fond. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'aimerais bien ça les savoir. D'ailleurs, je vais en profiter pour en plugger, mais j'ai vu que je pense c'est des membres des Marmottes qui ont une autre band en ce moment. Comme je pense, je sais pas si les 3 sont dedans ou 2. Puis j'ai juste vu la page se créer cette semaine sur Facebook. Fait que comme rien, je peux même pas dire c'est quoi le nom du band. OK. Mais restez aux aguets parce qu'évidemment, là, en voyant ça, je me suis dit, je pense que je vais les inviter bientôt aussi pour leur parler avec de ça. Puis avec Martin qui est rendu aussi prof à l'UDM, là, en histoire. En histoire de la musique, puis de la scène underground, il a écrit plein d'affaires. Fait qu'il y aurait vraiment plein d'affaires à discuter avec lui. Certain. Je me rappelle on se fera une table ronde. Écoute, j'avais interviewé une fois justement Martin à l'époque de Bande à part pour parler de l'histoire de la scène locale. C'est trippant, là, ce gars-là, il est passionnant. Là. Il avait écrit un livret sur l'X aussi à l'époque. Ah ouais, hein? Ah, c'est bon ça. Je serais curieux de lire ça. Ces temps-ci, il y a une page Montreal, c'est quoi? Concert Poster Archive. Ouais, d'ailleurs... JF Ailleurs qui fait ça. C'est ça. Là, justement, ils sortent beaucoup d'infos sur l'X, puis tu sais, des vieux, des bons souvenirs, puis tout. C'est tellement important comme salle, là, tu sais. Puis moi, c'est rendu... c'est une question que j'avais pour toi, parce que moi, c'est rendu que Facebook, c'est rendu principalement, je veux dire, à 70% mon outil de recherche principal pour... sais, les bands punk de la scène locale, parce qu'évidemment, c'est rare qu'il y ait eu des entrevues dans la presse avec un petit band, des affaires comme ça. Puis, tu sais, Montreal Concert Poster Archive, je sais pas dans quel ordre on dit les mots, mais eux autres, au début, j'étais comme, pourquoi qu'ils mettent des hashtags? Tu sais, mais ça, on fait ça. Mais
tape n'importe quel hashtag avec un nom de band précis, tu vas le tomber. C'est ça, tu vas le trouver. C'est ça, là. Ouais. Ouais, fait que c'est ça qui est fou. Tu sais, j'ai tombé, même, je pense que c'était un des lancements des prostitutes, justement, que j'ai vu qu'il y avait en première partie Arsenal X, qui est un des bands de Maxime, de Capable, puis tout ça, tu sais, son premier band. Ouais. Comme, imaginez une autre époque que ça, l'information, elle existait, mais qu'elle était impossible à trouver. Puis là, mais en tout cas, ce site-là, là, je pense que ça fait 3 podcasts de suite. En plus, j'en parle. Ah oui, hein? Allez suivre ça, là. C'est une ressource, là, autant de nostalgie que d'histoire, parce qu'il y a aussi des vieilles découpures de journaux des années 1800, des clubs de jazz, puis des... JF ailleurs, là, il a été low-key pendant longtemps, mais il a commencé à documenter la scène punk montréalaise pendant les années 90. C'était le gars qui se pointait dans les shows avec sa caméra. Fait que pendant longtemps, il en mettait sur YouTube sous le nom Punk Empire. Puis en même temps, moi, je l'ai rencontré parce que quand j'ai commencé à faire mes cours en histoire du rock, puis que j'ai commencé à développer tout mon... tout mon système de pensée autour de comment on devrait remettre en valeur notre patrimoine musical au Québec, c'est grâce à Craig Morrison, qui est un ethnomusicologue anglophone à Montréal, qui donne des cours à Concordia, puis qui écrit des encyclopédies, puis tout, puis c'est autour de lui, c'est articulé toute une génération de recherchistes en histoire de la musique qui se sont inspirés de ses techniques à lui, tu sais. Moi, c'était mon maître à penser, puis JF ailleurs, je pense pas me tromper en disant que lui aussi, parce que c'était autour de Craig Morrison qu'on s'est rencontrés, puis c'est lui qui a fait comme Félix puis JF, faudrait que vous vous rencontriez, tu sais, parce que vous avez beaucoup d'atomes crochus. Puis c'est un gars qui fait ça, qui met les gens en contact ensemble. Fait que de voir que des années plus tard, on est presque 20 ans plus tard, notre maître à penser a fait essaimer énormément d'initiatives comme ça. Je trouve ça merveilleux, puis je suis content de revoir JF dans le décor. Là, parce que là, moi, pour vrai, j'ai parti de ce projet-là à une époque que le moindre band, tu peux retracer chaque affaire qu'ils ont faite parce qu'ils mettent tout sur leur Facebook. Ouais. Puis même, disons, la page personnelle des membres, des fois, tu peux trouver des informations comme plus précises et tout. Mais tu sais, ça commence en 2008 à peu près. Facebook, que le monde était comme 2007-2008. Puis tu sais, sinon, même, il y a des bands qui existaient en 2012 qui avaient même pas de Facebook parce que Facebook, c'était pas encore mainstream et tout. Une des affaires, comme justement GFIR a fait, lui, il crée un peu la banque de données de ressources primaires, en fait, de matières premières pour comme tout pouvoir faire plein d'études sur plein de trucs. Exact. Un des trucs que je me suis demandé, parce que Vulgaire Machin, c'est bien documenté pour le livre que tu as fait, c'est quand même une période assez récente, parce qu'il faut aussi dire, tu as fait l'évolution du métal au Québec, les racines du hip-hop au Québec. Mm-hmm. C'est comment que tu fais pour trouver des informations? Tu sais, je sais qu'il y a BANQ qui existe aussi, puis tout, mais tu sais, comme tu parles, puis toi, tu as juste des piles et des piles d'articles, puis il faut que tu trouves l'élément que tu cherches parmi une tonne d'informations, tu sais. C'est une autre manière complètement de rechercher. Ouais, vraiment, vraiment. Écoute, BANQ, première des choses, tu l'as dit, dans l'évolution du métal québécois, j'ai vraiment là demandé j'ai fait la grande partie de ma recherche à Rouen. Et un de mes amis, Sébastien Tessier, du groupe Les Sprats, entre autres, qui lui est archiviste en chef là, BANQ à Rouen. Fait que, je savais pas c'était connecté. Ouais. Fait que moi je disais, Seb, aide-moi à trouver, tu sais, des périodiques que je pourrais consulter. Et là, lui, il allait commander les microfiches de plein de périodiques qui sont là à BANQ. J'ai passé des heures et des heures et des heures à passer au travers de tout ça, les pop jeunesse, pop rock, ces affaires-là. Et là, j'ai pu trouver beaucoup d'affaires là-dedans. Mais tu sais, après ça, c'est aussi chacun des musiciens à qui tu parles, tu leur demandes qu'est-ce que t'as comme archive. Et là, est-ce que t'es capable de me scanner ça en bonne qualité pour que nous autres, on puisse le faire imprimer. Puis, fait que parce que tu sais, BANQ, c'est une grande source d'informations, mais après ça, c'est ça. Il y a des... mettons, il y a un gars, Stéphane Châtelain, il est à Grande-Bay, il y a une petite boutique qui s'appelle Helvet Shop, il vend des affaires métal. Le gars, il avait plein de revues d'époque. Fait que là, moi, je suis comme, OK, je vais acheter le plus de revues d'époque possible, de retrouver vraiment les périodiques originaux plus que les microfiches, parce que c'est le fun aussi de les feuilleter, de les regarder. Fait que, tu sais, à un moment donné, dans ma recherche, je devais avoir une pile, ça d'autres, là, les gens voient pas comment c'est haut, mais c'est une bonne grosse pile de plein de, tu sais, le monde du rock qu'il y avait à l'époque, puis j'ai des fanzines, puis là, j'ai retrouvé, tu sais, je te donne un exemple, hier, c'était le lancement du livre avec les vulgaires machins. Il y a un gars qui s'est pointé là, Rosaire Fontaine. Rosaire,
il faisait le fanzine Mental Absurdity sur le métal de 80, je sais pas, là je dis n'importe quoi là, parce que je me souviens plus exactement, on va dire 86-87 dans ces eaux-là. Puis c'était tout bien fait, le cover c'était toujours un dessin hyper tu sais bien fait pis tout. Puis le gars c'est aussi maintenant le plus grand collectionneur de tout ce qui est comics qui au Québec. Fait que c'est la ressource principale, tout le kit. Puis là hier il est venu au lancement du livre à se faire dédicacer une copie du livre sur les vulgaires machins. Puis j'étais comme ça s'en va dans une vault incroyable. Fait que des gens qui ont une voûte comme ça, là, remplie d'archives, remplie de documents, il y en a quelques-uns. T'sais, fait que Stéphane Châtelain c'en était un, Rosaire c'en est un, mais fait que faut que tu trouves ces personnes-là. Ouais, c'est ça. Puis une fois que tu les trouves, ben là après ça eux autres, il faut que tu réussisses à les mettre en confiance, qu'ils comprennent que ton objectif est sérieux puis que tu vas aboutir. Parce que ça, c'est une des affaires, un des problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont le projet d'écrire un livre sur ci, sur ça, puis qui commencent des entrevues, mais qui aboutissent pas, tu sais. Puis je veux pas me dire moi j'aboutis puis je suis le meilleur, c'est pas ça pantoute, mais moi j'ai des problèmes d'anxiété puis si j'aboutissais pas, je serais pas capable de dealer avec mon anxiété. Mais à quelque part, donc ces gens-là quand tu les contactes, ben tu leur dis je vais me rendre au bout, puis tu prends un engagement envers eux, puis à partir du moment où tu as pris l'engagement, ben il faut que tu le réalises, tu sais. Fait que et là ben les gens commencent à te faire confiance parce que là, les gens font comme ben là ouais, il est allé au bout de ce livre-là, il est allé au bout de ce dossier-là pour bande à part, il est allé au bout de mais rendu là même les gens doivent te contacter directement. Là au point où t'en es avec tu sais les livres, tu sais l'évolution du métal a eu un méga succès aussi, puis je pense l'édition anglaise est sortie l'année passée. Il y a la version anglaise qui est sortie, l'année passée en février, je me souviens bien, Puis c'est toi ta carte de visite t'es faite là, tu sais les gens savent qu'ils peuvent te faire confiance aussi puis tout. Puis, oui puis non, c'est-à-dire que j'ai cette espèce de curiosité là de vouloir aller vers plein de styles musicaux. Dans la scène hip-hop là, le monde ne me connaisse pas pantoute. Ben maintenant oui, tranquillement, mais tu sais à l'origine quand j'ai contacté les premiers là de la scène hip-hop là, anecdote, mettons, le 2012, j'ai réussi à rejoindre Michael Williams, qui est un ancien VJ de Much Music, mais qui a aussi eu la première émission de radio hip-hop à Montréal. Ben, c'est pas juste hip-hop, mais elle était le premier à en diffuser dans son émission de radio. J'y parle au téléphone, je disais hey, je veux raconter l'histoire des rappers que tu recevais, des enregistrements que tu faisais avec eux autres, puis tu te le quittes, puis tu sais, ça te tente qu'on fasse une entrevue, puis il est comme ben t'as-tu parlé à telle personne? Je dis, ah non, t'as-tu parlé à telle personne? Non. Lui, elle, non. Ouais. Ben, quand tu leur auras parlé, quand tu auras réussi à parler à ce monde-là, rappelle-moi. Il m'a envoyé faire mes devoirs. Ah ouais, c'est littéralement. Clair. Ouais. Puis ça m'a pris des années à réussir à retracer ces gens-là, à les convaincre de me parler. Mettons Wavy Wanda, qui est une des personnages, une des femmes rappeuses dont je parle. Pour la retrouver, ça a été extrêmement difficile. Je me rappelle pas comment j'ai eu une certaine adresse courriel pour la rejoindre, que finalement c'est sa fille qui était adolescente à ce moment-là qui me répondait, qui était comme ma mère est pas sûre qu'elle veut te parler parce qu'elle sait pas pourquoi tout d'un coup tu t'intéresses à sa musique, parce que tu sais ces gens-là ça a été 2 ans 3 ans de leur vie, puis là ils sont rendus aujourd'hui des professionnels de quelque chose, sont comme pourquoi tu sors ça d'où, là? Il y avait pas une carrière de ça à l'époque. C'est à peine, je pense qu'il y en a à peine quelques artistes qui ont fait des 7-inch à un certain point d'une tune puis that's it. Là, à peine, tu sais. Fait que il faut gagner la confiance de ces gens-là. Puis ça, c'est devenu quelque chose, justement, que j'ai appris à faire. Puis j'ai appris à ne jamais être non plus froissé de quelqu'un qui me fait pas confiance, mais plutôt de dire je m'intéresse à ton histoire d'une manière authentique, d'une manière premier degré. Il y en a qui ont peur qu'on rie d'eux, tu sais, littéralement. Dans les groupes des années 60, les groupes québécois des années 60, j'en ai retrouvé plein. Ça a été pendant longtemps mon dada d'essayer de retrouver ces groupes-là puis de raconter leur histoire, mais ils se sont tellement fait rire d'eux autres dans l'histoire des groupes en général qu'il y en a plein qui étaient comme genre OK, mais c'est-tu pour rire de nous autres ou c'est sérieux? T'sais. Puis c'est comme mais non, c'est sérieux. Je m'intéresse au premier degré, tu sais. Fait que c'est cette confiance-là à gagner avec les gens. Parce qu'il n'y a jamais eu l'approche justement de documenter ce genre de scène-là, on va dire. Fait que tu sais, quand tu te demandais pourquoi tu veux me poser des questions, même quand on était actif, on se le faisait comme pas nécessairement demander, il n'y avait pas nécessairement d'entrevue et tout. Là, fait que ben c'est ça. Tu sais, et nos intellectuels de l'histoire de la musique, ça c'est mon combat à moi depuis l'université. J'ai eu un prof qui est devenu un collaborateur par la suite, là, mais qui, dans son approche, dans son cours de l'histoire de la chanson québécoise à l'UQAM, il était tellement condescendant face à certains styles musicaux populaires, et quand je dis populaire, c'est au sens vraiment que le peuple l'a écouté, tu sais, que je me suis dit, ben moi je veux combattre ce cynisme-là, puis combattre cette vision-là que
la musique yéyé puis la musique garage, ça a pas de valeur, puis que le disco, ça a pas de valeur parce que c'était une musique genre trop pop. Préfabriqué, c'est ça, ou que la musique country, ça a pas de valeur parce que c'est 3 accords, tu sais, ou que le punk rock, ça a pas de valeur parce que c'est il y en a que c'est provocateur ou des fois c'est niaiseux, whatever. Et c'est ça la constante dans mes recherches, c'est de combattre le cynisme puis la condescendance face à des styles de musique relativement marginaux ou trop populaires, trop pop pour être intéressants pour les intellectuels. Puis l'autre élément aussi, même quand tu tombes dans la musique comme super populaire, je me souviens, là, il y a un exemple, moi, qui m'a marqué dans l'évolution du métal, que tu parles d'un band, je me souviens plus, c'était un band prog, genre des années 70-80, puis tu dis, je pense que le choriste c'était comme, c'était les Séguins, dans le fond, qui étaient dedans aussi, puis tout, ouais, Ellison, ouais. Ouais, fait que tu sais, t'as tout le temps comme de quoi que tu cherches, puis même des artistes, là, on va dire, comme pop, que tu creuses un petit peu, c'est sûr que tu vas trouver, comme, à un moment donné, ils ont eu un band punk à un certain point, comme même. Fait que tu sais, tout le monde peut... Et là, je vais dire relate, là, je me souviens jamais c'est quoi le terme en français, mais ils vont pouvoir s'associer, en fait, à la source de ce qu'il y a comme créé, ce qu'ils font aujourd'hui puis tout, tu sais. Absolument. Tu sais, Patrick Bourgeois, là, c'est ça, là, c'est le meilleur exemple. Patrick Bourgeois des Bébés qui jouait, tu sais, dans The Wipers avant, qui était un band justement punk New Wave. Là, tu sais, c'est excellent, cette bande-là, puis ça a pris des années de formation pour tellement de monde qui, après ça, ont émergé dans une strate populaire, mais la strate d'en dessous, là, la strate qui est pas nécessairement la strate pop commerciale, c'est probablement la strate qui a le plus de valeur de toute la musique parce que c'est la strate où c'est les gens qui le font avec la plus grande passion, avec la plus grande détermination, avec vraiment, qui le font vraiment avec leur trip. Parce qu'une fois que tu arrives dans la strate commerciale, dans la strate populaire, je dis pas que les gens le font pas avec leur trip puis avec passion nécessairement, mais il y a quand même toute une machine puis une manière de faire puis... il y a des interférences qui viennent. C'est ça. Tu sais, c'est moins pur. Puis chacune des révolutions musicales ou presque est arrivée par ces mouvements underground-là, tu sais, l'arrivée du rock'n'roll est pas, tu sais, quand Elvis a commencé, mettons, tu sais, puis c'est pas nécessairement lui qui a inventé le rock'n'roll, mais tu sais, Sun Records était une petite étiquette de disque locale qui enregistrait beaucoup des artistes afro-descendants, afro-américains. Puis à un moment donné, Elvis est arrivé puis il a comme pris ce que les afro-américains faisaient puis il a réussi à faire de quoi de populaire. Mais tu sais, ça jouait au début juste à Memphis, puis après ça juste dans le sud des États-Unis, puis après ça c'était cette espèce d'engouement-là régional, local qui a pris le dessus puis qui est devenu quelque chose d'international. Mais ça a été la même chose pour le punk, que ce soit à New York puis que ça ou en Angleterre, que ça a parti de très underground à quelque chose de mainstream, puis c'est la même chose pour le grunge, tu sais, Seattle qui finalement est devenu a fait que certains groupes sont devenus mainstream. Fait il faut toujours que tu t'intéresses à la vague de fond si tu veux être capable de comprendre c'est quoi la crête de la vague, tu sais. Puis ce qu'on voit en général dans les médias, c'est la crête puis le bout de la crête, mais moi ce qui m'intéresse c'est quoi la force de propulsion qu'il y a en dessous, tu sais, c'est toujours l'image que j'ai utilisée. Tu sais, puis j'imagine à un certain point tu vas probablement écrire de quoi un livre sur le punk, j'imagine, c'est un de tes projets. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Ça me fait penser parce que, tu sais, puis d'ailleurs, je vais le référer, là, en attendant que ce livre-là sorte, t'as écrit des articles vraiment intéressants comme dans Vice d'ailleurs. Pour Vice, voyons, Johnny Frisson, puis Danger, le passé punk de Lucien Francoeur et tout. Puis moi d'ailleurs, ça a été comme une des sources, je pense qu'il avait sorti 3 articles qui avaient comme des liens avec Danger. Puis j'ai reçu Pierre et Paul au podcast il y a peut-être 2 ans. Puis moi, ce qui me faisait capoter, c'est que il y avait quand même un certain succès avec Danger. Puis là, ils m'expliquaient comme, tu sais, eux autres, leur show de lancement, ils s'étaient fait emmener en limousine à la récréathèque de Laval, des affaires comme ça. Là, j'étais comme, c'est bien, oui. Puis tu sais, c'est comme mort dans l'œuf. Puis il y a comme eu un gros trou avant que d'autres bands recommencent à le faire. Fait que même des fois, quand tu veux suivre le filon, tu te rends compte que avant le filon filon initiateur, il y avait quand même des petits spots avant qui existaient pis qui ont juste comme, tu sais, en tout cas, moi, ça me fait capoter, ça. Ben, tu sais, les liens, en fait, sont, comment je dirais bien ça?
mettons que tu regardes vraiment la scène punk. Moi, c'est une chose qui m'avait un peu vraiment déçu, tu sais, du documentaire 514 de First Wave, je sais pas quoi. Il y avait un documentaire sur le début de la scène punk à Montréal, c'est qu'on parlait presque pas des groupes francophones. C'est celui que Rick Trembles, il y a un gun tout le long, là. Il y a un petit gun jouet. Ça se peut, ouais. Ouais, ça m'avait marqué, cette affaire-là. Hein. C'est qu'on parle presque pas de la scène francophone qui était là, qui existait, tu sais, à la fin des années 70. Il y a pas un mot sur Danger, puis pourtant, Danger ont eu une énorme influence sur Johnny Frisson, qui a été le premier chanteur des 222s. Louis Rondeau, si je me souviens bien, le batteur des 222s était aussi de toute cette gang-là. Les 222s, quand ils ont eu Chris Barry, ben là, ils ont été plus vers le côté anglo. Puis là, il y a plein de groupes anglo qui ont commencé à jouer autour d'eux. Puis c'est devenu un truc plus anglophone, mais dans lequel il y avait des francophones aussi. Ouais. Puis peu importe la langue parlée, c'est que c'est comme si on rejetait Danger parce qu'il était trop glam. Mais c'est comme... Attends, là. Personne ne rejette les New York Dolls. Exactement. C'est ça, personne ne rejette les New York Dolls ou Iggy Pop and the Stooges en disant on va raconter l'histoire du punk mais on parlera pas d'eux autres. Voyons donc. Puis le pire, c'est que de ce que j'ai appris, c'est que je pense que Johnny Frisson pis les frères Bellemare partageaient littéralement un local de pratique, je pense, dans... Là, je sais qu'ils viennent de Tétroville, mais il y avait un local de pratique en quelque part. Tu sais, Johnny Frisson, il était dans leur local, tu sais, il se côtoyait de ce que je comprenais. C'est ça, oui. Fait que... Ah, puis Johnny Frisson était comme une espèce de, tu sais, un fan de Danger. Il a comme appris la musique, ou appris une partie, en tout cas, avec eux autres, en les suivant. Fait que, tu sais, c'est tout ça est nécessaire. Puis, mais à partir de la, tu sais, comme je disais, 222 se développe vers le côté anglo, et le côté anglo se développe et on va nous amener tranquillement vers la scène hardcore des années 80. Puis, tu sais, les liens sont là, ils existent. Il y a toujours un lien d'influence d'un band sur l'autre. Puis, tu sais, il y a toujours un jeune qui est en train d'écouter ça, de regarder le show, puis qui fait comme, je vais partir mon zine, ou je vais partir mon label, ou je vais organiser des shows moi aussi, tu sais. Là, j'essaie de penser. Là, peut-être que je me trompe. Là, c'est le genre de truc qu'il faut que je check mes faits par après. Mais il me semble que il y avait le drummer Jean Lortie. Je pense qu'il a joué dans Danger. OK. Il a été dans The Nils un peu, puis il a joué dans Scum aussi. Fait que, tu sais, il y a comme une espèce de filon. Puis, je suis pas mal sûr de ce que je dis, mais il va peut-être falloir vérifier. Mais il me semble que, tu sais, je dis pas qu'il a peut-être juste enregistré, il a peut-être pas été dans les bands live, mais il me semble que lui, je l'ai vu spot check à toutes ces places-là. Ben, tu sais. Si tu fais le lien à ces trois affaires-là, puis tu viens de faire un gros trio assez important, on va dire. Oui, exactement. Puis tu viens de faire le lien entre le glam rock puis le hardcore. C'est incroyable, tu sais. Puis entre une espèce de scène des années 70 qui est le monde de Michel Tremblay de comment, je me rappelle pas je cherche un nom d'une de ses pièces en particulier, là, mais Sainte-Carmen de la Maine. Bon, c'est cette époque-là de Michel Tremblay, c'est ça qui était le monde de Danger aussi à cette époque-là. Fait que là, tu pars du monde de Michel Tremblay, puis tu t'en vas vers le monde de Rick Trembles, puis tu t'en vas vers le monde qui lance Psych Industry, puis qui nous amène à The Nils, qui nous amène aux Doughboys, qui nous amène... Hey, c'est incroyable! Tu viens de tout nommer des affaires. J'avais une question pour toi. Ouais, vas-y. Puis j'ai justement tombé sur une case de Rick Trembles, de, tu sais, Purgatory, puis c'était Montreal Rock Roots, puis c'est juste une page, puis il y avait... Carlos de The Nils, il y avait John des Doughboys de Sexual, il y avait toi aussi, puis il y avait Rick Trembles, tout de tagué. Puis je me demandais c'était quoi le lien. Toi, dans le fond, t'as déjà des contacts avec ces gens-là, j'imagine, parce que tu t'intéresses à ce qu'ils font. T'as-tu déjà comme commencé un petit peu? Parce que tu sais, la page c'était Montreal Rock Roots, puis t'as été tagué dedans, fait que je me dis t'as peut-être déjà commencé un travail justement de recherche pour écrire des affaires. Je pense que j'ai même pas vu le tag. OK, ben je te l'enverrai au pire. Ben oui, envoie-moi ça, je veux voir ça. Écoute, moi là... c'est niaiseux parce que ce que je dis à tout le monde, c'est que mon rêve, c'est d'écrire le livre sur l'histoire du punk. C'est toujours ça que j'ai voulu faire. Puis c'est comme si, je sais pas si je suis trop TDAH, là, mais quelqu'un me propose un projet... ah oui, un livre sur le métal, ok, je vais l'écrire. Je l'écris. Bon. Après ça, genre, là, je découvre de quoi sur le hip-hop, là, je fais comme, il faut vraiment que je publie ça. Fait que là, je publie là-dessus. Puis on dirait pas bon pour déléguer. C'est ça, on dirait que je réussis pas à finir, à me pencher, à m'asseoir vraiment, puis à dire, je vais écrire ça, là, l'histoire de la scène qui est la plus importante pour moi. Puis là, quand les Vulgaires Machins, ils m'ont approché pour écrire leur livre, je leur ai dit, merci, parce que ça me ramène à mon objectif principal. Parce que là, avec les recherches que je vais faire autour de vous, ça va me permettre d'établir un début de recherche pour les années 90 que j'ai
pas pu faire encore parce que en faisant j'avais fait l'histoire du hardcore pour bande à part à un moment donné, OK? C'est un petit dossier web qui avait été mal reçu par la scène hardcore actuelle, mais bon, il y avait du monde là-dedans qui était très douche aussi. Mais il reste que il y avait des choses qui étaient faites de manière un peu naïve, puis j'en conviens tout à fait. Mais j'avais fait énormément de recherches, j'avais fait numériser des dizaines et des dizaines de démos de la scène locale, toutes des trucs hardcore des années 80 et punk. Ma collection s'est beaucoup orientée autour de toutes les premières affaires punk qui se sont faites au Québec. Puis, fait que les années 80, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. I got it all covered, c'est basically, puis les années 70 aussi, puis il me manquait les années 90, puis je savais que je voulais aller jusqu'aux années 90. Fait que là, avec ça, j'ai comme entamé l'espèce de troisième volet de recherche qui va me permettre d'écrire de quoi qui va faire, tu sais, des années 70, ben même, naturellement, je retourne aux années 60, là, parce que le garage punk... Ouais, c'est ça, puis t'as des connaissances en garage assez... c'est ça. C'est ça qui a comme un peu allumé la flamme, là, de... Ah, énormément, énormément, là, tu sais, ben c'est le punk qui m'a ramené vers le garage, en fait, tu sais, parce que je suis embarqué dans le punk avec NoFX Rancid, la vague de punk californien, puis j'ai découvert les Ramones, puis là, les Ramones, ça a changé ma vie, puis là, tu tombes sur Acid Eaters, puis là, ils te parlent de rock garage, puis de rock psychédélique, puis là, tu commences à voir c'est quoi les Nuggets, puis là, oh, y a-tu des Nuggets au Québec? Oh, OK, on a les Misérables, les Lutins de Haunted, oh my God, OK, là, tu fais comme, OK, mais il y a plein d'affaires ici qui font partie des racines du punk, puis on le sait même pas, tu sais, fait que voilà. Tu sais, dans ta liste là, de projets infinis que t'as, tu sais, j'ai vu que tu sais, t'as les disques Pluton, t'as sorti comme 2 vinyles avec disques Pluton. Ouais, j'ai fait ça. Est-ce que t'as ce projet-là de le faire? Tu sais, tu dis, là, tu sais, comme les bands que t'as nommés, il y en a beaucoup que des rééditions n'ont jamais été faites, aussi vinyles et tout. Ouais. Est-ce que tu caresses le rêve de comme peut-être sortir à un moment donné des trucs que toi, tu sais que c'est comme perdu puis que ça mérite d'être ressorti? C'est vraiment une bonne question parce que je pensais à ça de hier. Nommé, ils ont sorti là, le... Ouais, Trésor National, là, avec Noé Noma, la compilation de New Wave, absolument. Le band de Patrick Bourgeois dessus. C'est ça, de Wipers. Ouais. J'aimerais beaucoup ça, pouvoir sortir les premiers enregistrements de Narcisse que j'avais linké dans un des articles pour Vice parce que eux autres, ils faisaient un punk en français 78-79 puis après ça, littéralement, il y a de leurs tunes qui ont été reprises par Francoeur d'une manière un peu moins réussie, mais à leurs premiers enregistrements, ils ont 3-4 tunes qui valent vraiment la peine. Puis ça, c'est des genres de joyaux perdus, oubliés, qui ont jamais été commercialisés d'aucune manière, même pas vraiment sortis sur un démo que les gens ont pu acheter. Ça, c'est vraiment des affaires qu'il faudrait rééditer, là, tu sais, j'aimerais vraiment ça, mais je sais pas si je vais me relancer dans l'édition vinyle. J'aimerais ça, mais c'est tellement coûteux, puis c'est tellement long. Ouais, c'est là, tellement... les délais sont... Tu sais, j'imagine que ça va se replacer à un certain point, mais tu sais, c'est comme... En ce moment, pour l'instant, ça vaut pas la peine. C'est ça, exact. Puis c'est pas pour rien qu'il y a une espèce de retour tranquillement au CD puis aux cassettes, c'est que c'est rendu impossible de faire imprimer des vinyles. Fait. Ah, c'est ça. Ouais. Mais en 2010-2011, quand j'ai lancé les disques Pluton, c'était comme le bon moment de le faire. C'était pas trop long. On pouvait faire affaire avec des pressing plants en Amérique du Nord puis tout. Fait que ça m'a fait, c'était le fun, là. OK. Ouais. Ah, c'est cool. Et puis, une question que j'avais pour toi, c'est que, tu sais, on parle beaucoup de l'histoire et tout, mais je vais quand même revenir à certains points qui te concernent toi, parce que t'as quand même été, t'es impliqué dans la scène punk depuis comme assez longtemps. 80, premier band en 96, genre. Tu sais, justement, là, avant qu'on tombe sur d'autres sujets, là, il y avait des affaires vraiment que j'allais te demander, que j'ai comme creusé puis j'ai trouvé, justement, j'ai fait mes recherches, mais, c'est que, tu sais, on a parlé de Résistance, qui d'ailleurs, on peut trouver une chanson sur Rwanda Hardcore volume 1. Oui. Moral Shock, je pense. Il y en a 2. Il y a Moral Shock puis il y a Hasta la Victoria Siempre. Ah, OK, pour vrai. Oh, le chandail du Chase faisait aller dans ce temps-là. Ouais, dans ce temps-là, moi, je me croyais anarcho-communiste, là, quand j'étais adolescent, là. Je connaissais, je comprenais pas tous les tenants et aboutissants de ça, mais c'était ça dans ma tête. Fait que pour moi, le type de Crass un peu. Tu sais, Che Guevara, là, pour moi, était... Ouais, ben c'est ça, 100%, là. Je tripais sur Crass, puis tu sais, j'essayais de comprendre les textes de Banlieue Rouge, tu sais, puis littéralement, tu sais, je pourrais te réciter un texte de Que tombent les masques, là, que je l'ai lu avec le dictionnaire à côté, là. L'homme peine prolétariat, je déclare le coup d'État, rapport de domination, empire de désinformation. Oh my God, là, j'oublie la suite, mais le peuple se soumettra à une dictature technocrate de manifeste phallocrate. Hey,
c'est incompréhensible dans un sens, tu sais. Après ça, à 14 ans, je pogne le dictionnaire puis j'essaie de comprendre ça. Puis après ça, je me dis, OK, ben là, je vais essayer de faire de la musique comme ça, tu sais. Fait qu'avec Résistance, c'était ça, ouais. Ouais, mais j'avais trouvé comme, je pense que t'avais affiché à un moment donné, c'était quoi, des paroles d'une des tunes, pis c'était genre, c'est justement, fuck le système, fuck le gouvernement, fuck, ouais. C'était comme un petit peu, justement, les lancer des flèches à tout le... Exactement. Ma tune, la première tune que j'ai écrite de ma vie, ça s'appelait No Need, puis ça disait, I don't need government, I don't need society, I don't need your stupid rules, I don't need your fucking flag. That's it. C'était les seules paroles. J'ai dit fuck ça, mais non, c'était I don't need. I don't need. Ça, hein? No need. Hey, mais, pis là, tu disais que c'était ça, ton premier band à 14-15 ans, OK? Ouais, ben j'en ai eu d'autres avant même. OK, c'est ça. C'était ça ma question. Parce que je suis tombé sur des noms, pis ça, c'est un petit peu le moment du podcast que, genre, je lance une roche dans le lac, puis je me demande si ça va comme faire des vagues, là. Moi, je suis tombé sur Suicide Squad pis Sequel Days. Oh my God, man, t'as cherché loin, mais oui. C'est vraiment des noms de band, OK? Oui, absolument. Suicide Squad, c'était avec Philippe Fortier. Dans son sous-sol, on a enregistré une couple de tunes. On jouait The Bruce de NoFX, on jouait God Save the Queen des Sex Pistols, puis on avait No Need, en fait, qu'on jouait déjà à ce moment-là. Puis c'était la meilleure tune que vous avez gardée, que vous ne pouviez pas jeter pour le ouais, c'est ça, exactement. C'est parce que ça rentrait tellement au poste. Puis là, après ça, Danny Cloutier est venu me voler Philippe Fortier pour partir un band avec. Eux autres se sont appelés. Ben, il est venu me voler. C'est pas vrai. Ouais. Je veux dire, Philippe, il a décidé d'aller jouer avec eux autres. Ça s'appelait Revert 101, je pense, leur band. Tu sais, dans le temps que tu ajoutais un chiffre random à la fin de ton nom de band. Eux autres s'en allaient vers le skatepunk. Moi, j'avais envie de continuer à faire du hardcore. Fait que là, j'ai convaincu un de mes amis de s'acheter un drum. Il s'appelle Jérémy Mondry-Larouche. Il est devenu documentariste après. Puis lui, il me dit, je connais un gars qui chante pareil comme Wati d'Exploited. Puis ça, c'était Christian Martin. Fait qu'on a demandé à un autre de nos chums, achète-toi une bass. Puis là, on a parti Sequel Days. Puis on était vraiment, tu sais, c'est drôle parce que c'était Days D-A-Z-E. C'était vraiment une époque où, tu sais, on était à 14 ans, mais tu sais, qu'on était toujours sur le party. Tu sais, notre vie, c'était de prendre notre skateboard dès que la cloche de l'école sonnait à la fin de la journée, puis de chercher était où le party, là. Tu sais, c'était ça, là. C'était juste ça, notre vie. Puis fait que c'était vraiment nos jours séquelles, puis on était vraiment effectivement toujours un peu dans une espèce de brume de lendemain de veille, tu sais. Puis c'est avec ce groupe-là que j'ai fait mon premier show dans un camp à Rouyn-Sud, okay. Le camp Agro-Carl. Et là, il y avait aussi Revert 101 qui finalement était devenu Toothpaste à ce moment-là. Puis là, notre bassiste, Gros Dave, il s'était fait un gilet fuck Toothpaste, genre en tout cas pour jouer. Tu sais, c'était comme une espèce de guerre entre les bandes, mais pas vraiment guerre, tu sais, c'était niaiseux. OK, puis, ça restait des amis, c'était pas comme il y avait pas une guerre de gang. Non, c'est ça, tu sais, il y avait pas de la vraie tension, mais tu sais, on en mettait un peu. Puis après, et là, à un moment donné, Toothpaste s'est séparé, puis Fortier est revenu, puis là, on a fait Résistance, puis c'est devenu quand même un bon band. Puis Résistance a comme évolué, on a rentré à un moment donné comme bassiste Jean-Benoît Lefebvre, puis les autres qui ont fait ils sont allés vers le hardcore, mais vraiment hardcore straight edge avec David Lavictoire, qui a toujours été dans plein de bandes hardcore après ça, puis tu sais, eux autres, ils ont été vraiment vers du hardcore straight edge, puis moi, puis Christian Martin, on a découvert les Marmottes aplaties, les Secrétaires volants, Xavier Caféine, puis ça a fait comme genre, nous autres, on s'en va par là, tu sais. Puis là, les Ramones sont arrivés dans ma vie, The Real Kids, puis ça a fait comme, OK, moi, c'est ça, là, c'est le rock garage, là, plus qui m'intéresse, là. Mais à ce moment-là, parce que là, c'est après Résistance, tu sais, t'as parti, ça a été Les Prostitutes, ouais. Le band suivant. Ouais. Là, j'essayais de voir un peu, parce que là, c'est là, on enregistre dans les studios de Choc. Ouais. Puis j'ai vu que, tu sais, t'es venu étudier en communication, journalisme, profil journalisme ici. Puis j'ai cru voir que peut-être t'avais même une émission de radio à un certain point avec Jimmy des Prostitutes, tout ça. Oui. Est-ce que c'est... parce que le band est parti quand même en Abitibi, puis vous êtes tous déménagés après à Montréal, ou il y a eu des laissés pour compte qui ont été laissés derrière quand vous êtes arrivés ici? Jean-François Gibson, le drummer des Prostitutes, est déménagé à Montréal en premier. Moi, je suis venu le rejoindre pas longtemps après. Puis Christian Martin, notre bassiste, est venu nous rejoindre 1 an après. Fait que finalement, mais pendant ce temps-là, tu sais, on demeure des espèces de nomades, là. Tu sais, même encore aujourd'hui, dans ma vie, je vis, moi, 50-50 ou presque Rouen-Montréal, tu sais. Okay. Fait que dans ce temps-là, on pouvait aller voir Christian d'Abitibi pour jammer, il pouvait venir à Montréal pour jammer, ou, tu sais, des fois, on jammait juste moi puis Jean-François. Puis on a même enregistré un démo, qui était finalement on a décidé de vendre, mais que le but c'était juste de montrer les nouvelles tunes à Christian, qui s'appelait I Love les Prostitutes. Il en a fait 50 copies, puis dans le fond c'était juste comme notre démo de jam pour dire Christian prend les tunes. Finalement on a décidé de le vendre des shows, il y avait pas de bass, c'était juste comme le git, voix puis drum, mais c'est fait qu'on est arrivé graduellement à Montréal,
Puis Jimmy Baudouin, ben je l'ai rencontré ici à Choc FM. Ça s'appelait Choc FM à l'époque. Moi, j'étais rentré de la première année de Choc quand ils sont rentrés en ondes qui était juste sur le web. Ben ça a toujours été le cas en fait, je pense. Ouais, parce que je pense que ça a été Choc FM pendant un bout, puis là c'est choc.ca. C'est ça. Moi, je suis arrivé à l'RCA. OK, ben moi, tu sais, c'est l'année que ça a commencé. J'ai demandé d'avoir une émission, puis c'était Sébastien Tessier, mon partner, Sébastien Tessier dont j'ai parlé tantôt, qui est archiviste à BANQ, puis qui joue dans le groupe Les Sprats. On a eu une émission qui s'appelait Rock autour de l'horloge. Puis on parlait d'histoire du rock puis tout, mais on était tellement niaiseux qu'ils nous ont dit non, vous reviendrez pas l'année prochaine avec votre émission, tu sais. Donc, hey, c'est drôle parce que maintenant ils en cherchent pour combler les plages. Ah oui, hein? Fait que si vous avez un projet, écrivez à Choc. Il y a un beau studio puis vous fait partir du DIY comme vous voulez. Le directeur de la programmation à l'époque s'appelait Sky. J'ai jamais su c'est quoi son vrai nom, mais tout le monde l'appelait Sky. Puis Sky, il nous aimait pas, puis parce qu'il voulait juste qu'on mette de la musique underground. Puis nous autres, à un moment donné, dans notre émission, on a fait passer Beat It de Michael Jackson. Ah, ok, ouais. Parce qu'on la mettait dans nos parties, puis on l'aimait cette tune-là, puis on se rendait jusqu'à, mettons, au New Wave des années 80, puis là, il était tellement pas content qu'on avait fait jouer ça qu'il nous a mis dehors. Ben, il nous a pas renouvelé. Je veux dire, entre guillemets, c'est encore comme ça aujourd'hui. Moi, quand j'ai parti l'émission à Choc, tu sais, eux, un de leurs buts, c'est, tu sais, de faire, émerger de la relève puis faire découvrir des nouveaux trucs. Fait que, ils m'avaient averti, tu sais, si tu pars en émission punk, tu sais, peut-être qu'on te laisserait pas passer comme tu sais Groovy Hardware, Grimmskunk, Vulgaire Machin, tu sais eux autres ils ont plus besoin de rien, c'est plus de creuser, mais tu sais je l'ai quand même fait là, tu sais j'ai reçu les Vulgaires quand même, tu sais c'est juste faut pas que tu focuses là-dessus. Si à toutes les tu sais imagine à toutes les semaines tu fais juste passer comme du Rihanna ou du Michael Jackson ou du YouTube, là, ça marche pas là. Ouais, t'as plus d'affaires là, fait que, mais honnêtement gros respect à cette mission là, tu sais moi je trouve ça vraiment merveilleux. Puis Jimmy en fait on a parti une émission, on s'est rencontrés à Choc, mais vu que Choc m'avait comme un peu barré, ben on s'est parti une émission à CIBL. Puis là, ça me rappelle pas comment ça s'appelait. Là, j'ai vu un poil, pas poil à un certain point. C'était ça, ça, c'était des chroniques à bande à part que je faisais. Poil, pas poil. Puis c'était, il fallait que j'aille soit à un show métal, soit à un show classique, puis comme faire une critique, tu sais, Finalement, j'ai jamais été un show classique. J'ai juste été à des shows métal, j'ai commencé à parler de démo métal et ça a lancé mes recherches autour du livre. OK, c'est ça. Ouais. Autour du livre sur l'histoire du métal québécois. Fait que ça aussi, c'était mes premières chroniques à Radio-Canada, ça a été poil, pas poil, à bande à part. Ah, c'est ça. Ben ça, il y a des affaires de même. J'ai essayé de retrouver des trucs. Tu sais, c'est vraiment plate parce que bande à part, il y a beaucoup aussi d'affaires de perdues parce que, tu sais, je veux dire, j'imagine que quand Bande à part est mort, garder un hébergement de la quantité d'archives, de vidéos puis d'audio, c'est super lourd. Ouais. Mais ça, c'est une affaire, j'étais comme un petit peu triste. Là. Des fois, je trouvais sur des affaires puis ça fonctionnait pas. Puis tu sais, fait que parce que c'était, tu sais, moi, je m'en souviens là, tu sais, Bande à part, là, Manageable de Spice Icon, Vulgaire Machin, tu sais, les spectacles de cuisine puis tout ça, là, j'y regardais tout là, puis ça me captivait là de voir que les parties de cuisine là, c'était ça. Ouais. Moi c'était pendant longtemps c'était ma job de les réaliser là, tu sais des filmer les parties de cuisine puis de démonter. Puis encore aujourd'hui, c'est ça me marque parce que mettons genre Pièce de viande des Trois Accords qui l'ont joué là, c'est pas leur tour la plus connue mais c'est ma préférée parce que je l'ai découvert là, tu sais cette chanson là. Il y a un très gros souvenir aussi là, fait que... Puis quand Radio-Canada a tiré la plug sur Bande à part, personne n'avait pensé au fait que c'était possible qu'ils décident de tuer le site web puis de retirer tous les contenus qu'on avait sur YouTube, etc. Puis quand ils l'ont fait, ça a fait comme genre, on vient tout perdre. Mais il y avait des années de biographies de bandes, il y avait des années de blogs, tu sais, qui étaient comme des critiques de spectacles, des affaires de même. Fait que c'était, comment dire, une source énorme de patrimoine finalement, tu sais, d'une scène émergente des années 2000 qui est disparue avec ça, puis c'est d'une profonde tristesse vraiment là, vraiment. C'est juste à espérer, tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont récupéré en le postant eux autres sur leur YouTube, tu sais, il y a ramené beaucoup d'affaires qui se trouvent, mais c'est une fraction, là. Ah, c'est ça. Tu sais, tu fais juste espérer que la personne qui a comme les disques durs de ça quelque part sont entreposés comme dans un endroit avec la bonne humidité, la bonne température pour que jamais ça s'efface. Il y a des éléments qui sont archivés par Radio-Canada, c'est certain. Ouais. Moi, en faisant toutes les sessions Bande à part, les parties de cuisine, ces affaires-là, c'était ma responsabilité aussi de m'assurer que ce soit archivé. Donc, ça, c'est tout archivé, c'est certain. On pourrait retourner, tu sais, demander de voir la session Bande à part de Inepsi, mettons. Okay. Mais c'est ça. Le reste des contenus, les contenus web, les contenus écrits, je suis pas certain, vraiment pas. Ouais, c'est rendu plus comme un travail pour les personnes qui vont justement vouloir consulter les archives plus que disponibles au grand public. Ouais. C'est de valeur parce que, tu sais, ça, souvent, disons même un band qui a été reçu à Bande à part. Aujourd'hui, certains membres de ces bands-là ont des projets connus encore aujourd'hui. Ouais. Mais tu sais,
juste de pouvoir comme faire le chaînon manquant, ça serait ça qui serait vraiment excellent. Je te donne un exemple. Hier, ces temps-ci, je remplace Nicolas Ouellette à Ici Musique, à l'émission Nouveaux Sons, qui est un peu comme, finalement, c'est le fun parce que c'est un peu comme la suite du mandat de Bande à part, mais là, on est dans des nouveaux sons vraiment plus électro, tu sais, on va dire électro-pop. Puis on fait jouer un artiste qui s'appelle Regular Fantasy, puis il y a la voix de Cecil Believe là-dessus. Puis là, je fais des petites recherches sur Cecil Believe. Elle a joué dans Miracle Fortress puis dans Think About Life. Là, je suis comme wow, ok, ces bandes-là, ça jouait tellement à bande à part. Il y a une époque où Think About Life, c'était the next big thing à Montréal. Il était sur le cover du Mirror, il était un peu partout. Mais on a oublié ces bandes-là aujourd'hui. Puis tu sais. Pourtant, on les a eu en session bande à part aussi. Think About Life. Mais c'est ça, tu sais, on aurait pu retourner en arrière sur le site de bande à part pour retrouver toutes les informations, toute la biographie de Think About Life, puis toute la session, puis voir c'était quoi ça, puis que vous comprendre, tu sais, d'où viennent les artistes qui sont encore actifs aujourd'hui. Mais non, c'est plus possible, tu sais. C'est ça. Faudrait comme faire un GoFundMe pour réhéberger toutes les archives, puis racheter bandeapart.fm. Ouais, c'est ça. Là. Puis le pire, c'est que c'est sûr ça fonctionnerait. Là, en tout cas, je sais qu'il y a pas... Moi, en tout cas, c'est sûr que si même il y avait un abonnement mensuel, je pense que je le prendrais pour aller. Ça serait comme, j'annulerais Netflix pour être abonné aux archives. Le pire, c'est qu'il y a eu une initiative de toute la gang de bande à part après que ça a été fini. Moi, j'étais déjà retourné à Rouen, fait que j'en faisais plus ou moins partie. J'ai fait 1 ou 2 trucs pour eux, mais je me rappelle même pas comment ça s'appelait, mais ils ont essayé de créer une plateforme web, puis finalement, tout le monde, c'est comme, plus été, comme, s'est dispersé tranquillement, là. De là que, c'est ça, quand tu disais qu'il y avait de la méfiance vers les personnes qu'on approchait pour avoir comme leur archive puis tout, c'est de partir un projet, s'assurer qu'il démarre puis qu'il va continuer après. Des fois, c'est difficile même en équipe là, de faire ça au complet. Là. Exact. Il faut que tu aies plein de OCD puis de TDAH pour comme en même temps qu'ils vont tous aller dans la même direction. Exactement. Ça prend du monde Asperger un peu ces bords, tu sais. Puis je le dis en tout respect parce que tu sais, moi dans ma famille, il y en a quand même beaucoup des gens Asperger. Puis des fois je me dis tu sais, j'ai comme ma mémoire, des fois je suis comme moi-même impressionné à quel point il y a des choses qui me reviennent, je fais comme oh my god, tu sais, c'est un peu intense. Puis effectivement, des fois, c'est comme ça prend ça quasiment pour être capable de se plonger dans un sujet d'une manière, tu sais, de se documenter. Et ça en est presque maladif. Là. Tu sais, moi, il y a bien du monde qui m'ont dit dans ma vie, puis c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Tu sais, du monde qui me disait, toi, ton affaire, c'est un peu autiste, là. J'étais comme, ben là, je le prenais comme une insulte. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, c'est quoi? Pas en tout, là. Il y a des gens sur le spectre de l'autisme qui sont des génies, là, absolument, là, tu sais, puis fait comme, je suis pas en train de dire que je suis un génie, au contraire, là, vraiment pas, mais juste que, des fois, ça te donne un niveau de concentration, qui permet de te plonger, de t'immerger dans un sujet à fond puis de dire, OK, je laisse aucun détail derrière. T'sais. Exact, là, c'est ça, c'est la détermination puis de pas laisser... Ben, tu sais, c'est drôle parce que il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, parce que tu sais, j'imagine que tu dois vivre des moments de même où de temps en temps, tu sais, je connais trop d'informations sur plein de bennes obscures que comme personne ne connaît, puis je me rends compte des fois que je suis juste comme dans un monologue puis que le monde fait comme ah non, je connais pas ça. Puis là je continue puis là ah non, je connais pas ça tout le long. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit je pense que tu connais plus d'affaires sur les bands que les bands eux-mêmes le savent, tu sais. Fait que j'étais comme ben tu sais c'est comme je pense c'est le côté Ben écoute, c'est Nardwuar. C'est Nardwuar de Human Serviette. Je veux dire, c'est un de mes héros, c'est un de mes modèles. C'est un historien en plus aussi de formation. Incroyable, ce gars-là. Il est incroyable. Une fois, j'ai pu jouer à Nardwuar avec Nardwuar. Wow. À South by Southwest au Texas, puis j'ai été tellement déçu que les gars de bande à part, ils sortent pas la vidéo de ça parce que ça a été filmé. Puis c'était tout organisé que je faisais parce que là, ils sortaient une compilation de The Evaporators, son band, OK, en vinyle. Puis, naturellement, il voulait en parler. Fait que il venait se prêter au jeu de donner des entrevues à propos de The Evaporators. Puis lui, il a fait des covers de bands québécois des années 60. Ah ouais? Avec The Evaporators de The Ulops. Puis, je me demande, c'était-tu un truc des Gruesome qu'il avait fait aussi? Je me rappelle pas. En tout cas, fait que j'ai amené à South by Southwest au Texas pour cette entrevue-là le 45 tours de Au nom des Ulops qui avait repris, mais aussi une autre version faite juste à trompette par un autre gars. Puis là, je donnais les disques, puis il était comme genre, oh my God! Ah, vraiment. T'as réussi à le... Ouais, vraiment, tu sais, j'ai vraiment réussi à jouer à Nardwuar comme lui, ce qu'il fait, mais avec lui, puis il tripait, puis on a eu un moment, mais finalement, il ne subsiste qu'une photo de ce moment-là. La vidéo est jamais sortie, puis c'est une de mes grandes déceptions là, de l'époque de bande à part, mais en même temps, je voulais le faire parce que
je l'aime tellement, puis ce geek en puissance-là, moi, m'a dit, avec sa manière de présenter les choses, me laissait entendre que je pouvais moi aussi être comme un geek à ma manière, avec mes passions à moi, puis approcher les gens avec « Ouais, on va aller là, on va aller deep de même », puis je me rends compte que toi, tu fais ça là parce que tu m'as trouvé des affaires dans mon passé musical. Sujet, justement. Tu sais, c'est comme... Mais Nardwuar, une affaire que je trouve... Mais là, je me rends compte, peut-être que je suis pas renseigné sur qu'est-ce qu'il fait d'autre. Tu sais, il y a une émission de radio aussi dans le coin de Vancouver qui fait passer justement des vieux trucs, tu sais, beaucoup de garage aussi, puis du vieux punk. Il y a, tu sais, les clips qu'il faisait pour Much Music, puis il continue d'en faire il en fait encore un petit peu, tu sais, j'ai vu récemment, il a fait Turnstile, puis justement, il revient dans le passé avec eux autres. Ouais. Sauf que ce qu'il fait, c'est super cool, c'est tape à l'œil, c'est attachant, ça pique la curiosité, mais je serais tellement curieux que justement, il se lance dans la rédaction de quelque chose, parce que lui, en fait, c'est ça, je sais pas si, je pense qu'il y a une maîtrise en histoire, je sais pas c'est quoi, je pense que c'est de la musique lui aussi. Okay. Il y a vraiment comme un background qui pourrait faire ça aussi, mais lui, c'est hyper large, il interviewe du monde de tous les styles à travers le monde, fait que c'est peut-être comme plus dur comme ça, spécialisé dans un truc, mais il a peut-être écrit des trucs aussi, puis je suis pas au courant, fait que je sais pas. Que là, en parlant, je réfléchis à voix haute d'aller regarder c'est quoi qu'il a fait. Là, mais c'est vrai que ça prendrait ça parce que tu sais, il y a bien des, il a aussi vécu tellement d'époques de support médiatique, on va dire, tu sais, des années 90 jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a des affaires qui sont plus disponibles pantoute, puis certaines des grandes entrevues qu'il a faites dans les années 90, on a juste des espèces de bouts mal enregistrés sur VHS qui ont été numérisés, puis ça a créé sur YouTube tant bien que mal. Il y en a ressorti sous forme de podcast. Fait que tu sais, tu peux revoir comme les vieilles entrevues qu'il a faites, genre avec Snoop Dogg, la première rencontre, des affaires comme ça. Mais tu sais, c'est lui qui les remet. Fait que sûrement que si lui-même, il a pas la source, il peut pas les rediffuser, là, mais il l'a sous forme de podcast. Là, fait que pour ceux qui sont à l'audio, malheureusement, là, fait que des fois, le visuel aide pour ces affaires, là, mais ouais. Puis, hey, c'est ça. Puis là, c'est vraiment... Je vais pas passer à côté de ça, mais là, c'est un moment historique dans le podcast. On va parler du band Kakamou pour un deuxième épisode de suite. Oh my God! Allons-y! Parce que j'ai rencontré Sweet Mess au dernier épisode, que dans Sweet Mess, il y a Wood. OK. Fait, il était dans les 5-4 quand il a passé à Rouen avec les prostituées et tout. Ouais. Puis les Kakamou, Kakamou, je veux dire les Kakamou, ouvraient pour ça. Ouais. C'est un band qui a Israël Trudel-Denis qui est dans Capable puis qui était dans Bonne Journée. Ouais, c'était le leader de ça. Toi aussi, à certains points. Mais c'était comme un collectif étrange qui changeait de formation selon les shows. À base, j'en faisais pas vraiment partie, mais à un moment donné, il y avait quelqu'un qui pouvait pas jouer de la bass, fait que j'ai comme embarqué. Mais on a tout embarqué dans cette espèce de trip-là à Israël parce que l'idée, c'était juste d'être plus punk que toutes les punks. Tu sais, c'était comme... on voulait être plus punk que toi. Tu sais, c'était juste ça l'idée, puis c'était drôle, là. Mais tu sais, on pouvait vraiment lâcher notre fou. Puis tu sais, dans le fond, c'était inoffensif, tu sais. C'était vraiment drôle, mais c'était juste trash. Puis c'est que, quelque part là-dedans, il y a comme l'esprit méga fiable qui est là-dedans, tu sais, les Mapos Spratt, là, qui sont devenus juste les Spratt, puis tu sais, les prostitutes, les ex-Tom Rec, tu sais, c'est toutes des bandes avec des noms weird, tu sais, on était toutes dans cette espèce d'idée-là de... Ça arrive directement des marmottes aplaties, tu sais, cet esprit-là. Littéralement, c'est que c'est vraiment... C'est niaiseux qui, à un moment donné... c'est drôle parce que tu sais ça ressemble un peu à ce que à un moment donné le batteur des Vulgaires Machins il a dit à Guillaume en disant tu sais c'est cool ta musique que tu fais mais ce serait le fun que tu dises pas de niaiserie dans tes textes, que tu dises moins de niaiserie. Ben à un moment donné Hugo Miodi sur Bang Bang Blog, ça s'est mis à parler de politique, puis là moi j'ai commencé à parler de politique là-dessus parce que je suis quand même full intéressé par la politique, puis il m'a écrit Crime, tu sais t'as une tête sur les épaules, ça serait peut-être le fun que tu fasses de quoi dans tes tunes avec ça. Puis là j'ai fait comme c'est vrai que ça fait un bout que je dis juste des niaiseries dans mes tunes, tu sais, puis que je parle d'amour ou que je parle, tu sais, de... Mais c'était conscient pour moi, à un moment donné, après avoir joué dans des bandes tellement chargées politiquement puis socialement, et d'avoir réalisé que c'était juste du blabla. Je changeais absolument rien dans la société en disant « fuck la société ». À ce moment-là, mettons, et c'est pas nécessairement la démarche qu'il y avait avec les CAQ, là, mais
après ça, j'ai fait comme, c'est quoi, mettons que ce que je veux, c'est que genre participer à l'identité culturelle québécoise, ben je vais faire de la musique, le fun en français, puis que le monde ait le goût de danser, puis que le français soit pas quelque chose d'imposé ou qui sonne fake ou qui sonne quoi que ce soit. Je vais juste comme chanter en français de manière légère pour que le monde ait du fun sur de la musique en français. Ouais. C'était ça ma démarche, tu sais, avec les prostituées. Puis ça a fonctionné, mais à un moment donné, ça a fait son temps aussi, tu sais. Puis là, on était pogné avec ce nom-là aussi, tu sais. Moi, ce nom-là, aujourd'hui, tu sais, naturellement, moi, je veux pas faire de comeback parce que je déteste le nom maintenant. Ouais, mais ça, tu sais, il y a des noms d'albums peut-être qui auraient été aussi tempérés, puis des titres de tout, tu sais, même des paroles, tu sais, je l'écoute, puis tu sais, on va dire, entre guillemets, on comprend l'époque. Oui. On sait que c'était pas, tu sais, il y avait pas de mauvaise intention, tu sais, c'était party, c'était du gros fun, c'était comme un rappel à une autre période party aussi. Party et provocation. Ouais, exactement. On voulait être provocateur, puis c'est ça quand t'as 18 ans, tu sais, c'est comme t'es un punk, tu veux provoquer, puis nous autres c'est comme ça qu'on a trouvé à ce moment-là, puis je repensais à ça, puis tu sais, dans l'univers de Xavier Caféine, il y avait beaucoup ça aussi, tu sais, l'élément, tu sais, son album Porn Star, puis tu sais, il parlait, c'était très lubrique, puis tu sais, il y avait ça aussi dans ben des bandes, puis tu sais, c'était une espèce d'époque où j'ai comme réalisé que c'est aussi l'époque où la pornographie est devenue hyper accessible à cause du web. C'est comme si ça s'est mis à faire partie, puis comme de manière vraiment plus décomplexée de nos vies, puis en même temps ça choquait parce que c'était justement accessible toute la patente, puis nous autres ben tu sais ça c'était pas conscient à l'époque, mais c'est aujourd'hui thinking back, je me dis OK, mais c'est vrai que ça changeait à ce moment-là, puis tu sais je pense que nous autres on était là-dedans. En même temps ce nom de band là moi, je l'avais pigé dans un roman de San Antonio, tu sais. Okay, ouais. Parce que je lisais du San Antonio parce que Berruyer Noir avait pris leur nom dans San Antonio, puis dans toute notre gang, c'est Tessier, je pense, Sébastien Tessier qui me prêtait des livres de San Antonio, puis je les lisais, puis j'adorais ça. Puis à un moment donné, il y avait ce nom-là là-dedans, puis là, tu sais, j'ai fait, ben oui, hey, c'est drôle, tu sais, puis on va prendre ce nom-là pour faire comme Berru, trouver notre nom chez San Antonio, puis tout. Puis, fait que, tu sais, aujourd'hui, non seulement le nom, mais plein de sujets qu'on abordait, tu sais, ça fait plus partie de moi, ça fait plus partie de la personne que je suis. Mais à l'époque, ça choquait. Puis c'était ça que je voulais. Mais après, mettons, 3-4 ans, moi, je voulais changer de nom. J'étais tanné, mais là, notre bassiste Christian, lui, voulait pas changer de nom. Ouais. Fait que là, on était pogné avec ce nom-là. Ça aurait été quoi? C'était quoi le plan B pour, c'était quoi les autres noms qu'il aurait pu avoir? Très bonne question. Moi, je voulais qu'on s'appelle juste les P ou les P's, parce que c'est comme ça on allait tourner beaucoup aux États-Unis, dans le nord-est des États-Unis. Je t'ai entendu en entrevue dire que t'es allé faire des shows à New York. Puis là, évidemment, époque prostitute, époque pré-Facebook, puis beaucoup d'affaires qui sont perdues. Puis je trouvais aucune information sur vos shows aux États-Unis. Ouais. Puis ça, c'était une question que je me demandais à quel point vous êtes allé souvent, puis l'impact que vous avez eu là-bas, ou le succès, on va dire. L'impact est nul, là, ça, le succès aussi, mais on a dû aller faire, mettons, 5 tournées dans le nord-est des États-Unis à peu près. C'est des tournées des fois 3 shows, des fois 5 shows, tu sais, mais tu sais, on s'assurait que ça ait de la peine, que ça vaille la peine. Mais c'est ça, les gens étaient pas capables de dire notre nom. Tu sais, ça marchait comme pas. Puis, fait que là, mais fait qu'il avait commencé. Eux autres, aux États-Unis, ils avaient raccourci le nom en disant juste les P''S. Puis ils appelaient les P's. Puis c'était comme, j'aimais ça. La même police de caractère. Fait que le monde, ils ont encore le visuel. Puis tu perds rien. Là, Puis dans notre logo, on a commencé à adopter juste le P une fois de temps en temps. Fait qu'on utilisait juste le logo, il y avait le P. Puis c'était comme, moi, je me disais, bon, ben au pire, ça pourrait être ça, tu sais. Puis, aux États-Unis, ce qui est arrivé là vraiment, c'est que sur un message board quelque part, c'est à l'époque des message boards, il y a un gars qui disait hey, moi je suis à Worcester, comme il le prononce, au Massachusetts, je jouais dans un band qui s'appelait The Commandos à la fin des années 70, puis on veut venir jouer à Montréal, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment faire ça? Quelqu'un m'a swingé cette affaire-là, puis je suis rentré en contact avec Brian des Commandos, puis j'ai dit hey, on peut faire un échange de choses si tu veux, tu sais, c'est une boucle de quoi dans ton coin, puis nous autres on va booker de quoi à Montréal. Ah parfait, super. Et là on s'est retrouvés à jouer avec les légendes de leur coin de pays. Eux autres, ils ont sorti 2 45 tours à genre 78-79, mettons, compilés sur les compilations Killed by Death. Puis les 45 tours des Commandos, ça se vend genre 500$. Puis
T'étais pas au courant au moment du contact, dans le fond. Non, c'est ça. Après, okay. C'est ça. Puis là, les autres qui ont commencé à me raconter ça, là, ils me racontaient toutes les histoires du punk de Boston, de la fin des années 70, comment, justement, ils étaient liés aussi avec la gang des Real Kids, qui étaient pour moi des véritables héros. Puis là, ils m'ont parlé des autres bands qu'il y avait là, puis de tous les personnages. Ils nous ont présenté Johnny Earthquake, du Johnny Earthquake Band, qui est une espèce de pirate weird, qui faisait partie du groupe de Jabbers de Gigi Allen à l'époque, avant qu'il parte en solo, mettons, c'est Gigi Allen and the Jabbers au début. Fait que là, on s'est mis à faire des shows aussi avec Johnny Earthquake, puis là, ça couvrait, eux autres, le New Hampshire, le Massachusetts. Fait qu'on était vraiment dans la Nouvelle-Angleterre. On a fait des shows à Camden, à côté de Boston, qui est vraiment la ville universitaire. Là, on s'est fait des amis là-bas. On a joué à Salem, Massachusetts, la ville des sorcières. Puis on s'est ramassé à un moment donné à Brooklyn, où on a joué au Trash Bar là-bas. Puis c'était vraiment le fun, mais tu sais, c'était mineur, là. C'était tout des petits spectacles, mais nous autres, c'était ça qui nous drivait. On était comme, on joue aux États-Unis, on vit le rêve, on joue à New York, il y a 3 personnes. En anglais, mais la grosse majorité, c'était du français que vous faisiez. C'était en français, puis le monde de Weston, au Massachusetts, là où les Commandos, d'où ils venaient, ben là, les gens commençaient à nous connaître, là. Puis là, on commençait à draguer du crowd, là, mettons, rendu au 5e show, le monde, il venait pour nous voir, puis il savait à quoi s'attendre, puis il était avec un exotisme un peu. Exactement, tu sais, puis eux autres, ils nous présentaient comme Montreal's best band, mais c'est comme, guys, écrivez pas ça, on est comme le pire band, tu sais, mais c'est leur manière de vendre le show, puis là, le monde, il était curieux, il venait voir un band qui chantait en français, qui venait de Montréal, puis tout, puis en échange, ben, les Commandos, ils venaient, puis ils amenaient aussi des bandes, des bandes mythiques de leur époque qui se reformaient, puis qui venaient jouer à Montréal, puis c'était vraiment une belle époque, là, de pouvoir faire ces échanges-là. Fait que, tu sais, je regrette. Je peux pas dire que je regrette, mais tu sais, je suis vraiment pas fier du nom puis de plusieurs des thématiques abordées, mais je suis vraiment fier de comment j'ai appris l'industrie musicale par moi-même à ce moment-là. Tu sais, c'est comme ça, ça a été un processus incroyable pour moi. N'importe qui, puis tu sais, je pense qu'il y a 2 albums. Les 2 derniers des Prostitutes sont même sur Spotify en ce moment, qui se trouvent, ils sont pas sur Bandcamp malheureusement, mais ils sont sur iTunes, ils sont sur Spotify. Puis tu sais, justement, on parle des textes et tout, mais tu sais, t'écoutes la musique, puis je pense pas que malgré, on va dire, l'évolution des mœurs d'aujourd'hui, il y aurait pas de monde de choqué, je pense, parce que tu sais que ça fait comme au-dessus de 10 ans de ça pis tout. Pis c'est super catchy, tu le vois que c'est ludique aussi pis tout ça. C'est que c'était juste niaiseux, tu sais. C'était juste niaiseux. Puis on le voit, tu sais, on regarde les vidéoclips puis tu vois qu'il y a le côté c'est hyper caricatural, rétro, c'est ça, tu sais, c'était comme on voulait, tu sais, imagine les espèces de personnages rockabilly de bande dessinée là avec tu sais qui mange un bubblegum puis avec les cheveux gominés puis la patente tu sais c'est ça tu sais on voulait juste être des bad boys mais tu sais on n'était pas ça dans la vie là. Moi j'ai toujours été un doux, un gentil puis tu sais j'ai toujours eu des valeurs hyper progressistes. Je vois que vous décrivez comme bad boy romantique. C'est ça l'appellation. Fait que tu sais il y avait toute une espèce d'imaginaire autour de ça tu sais qui dans le fond on a été pris avec à un moment donné, puis c'est pour ça que moi aussi, à un certain moment donné, j'ai voulu m'éloigner de ça pour aller retourner au punk rock grâce aux réflexions qu'Hugo Mewdy nous avait proposées, qui était aussi notre réalisateur d'album. Ça c'était... il est devenu votre réalisateur après ce contact-là un peu, ou c'était déjà votre réalisateur? C'était déjà notre réalisateur. Okay. Fait que pour moi, tout ce que Hugo nous disait, moi, il a changé ma vie, il a changé ma carrière, puis il a changé ma façon de voir les choses. À un moment donné, on cherchait un label, puis on voulait avoir on espérait trouver un label, puis c'était ça un peu le but du nom du band, c'est-à-dire on est prêt à se vendre à n'importe quel label tant que vous nous payez, tu sais. C'était ça là, tu sais, en arrière de tout ça, tu sais, on se disait comme nous autres avant ça on faisait de la musique absolument pas accessible, on fait de la musique le plus pop qu'on est capable de faire pour se vendre à un label. Puis là, à un moment donné, on n'en trouvait pas de label. Fait qu'Hugo, il nous a juste dit, ça vous donne rien d'avoir un label. Partez votre propre label, faites votre affaire. Puis on avait déjà Méga Fiable qui existait pour nos démos. Puis on a fait comme, bon, on va enregistrer ça officiellement. Puis on va se partir un vrai label. Puis là, j'ai commencé à sortir des albums de plein d'autres bandes, comme Les Vautours, Kid Sentiment. Puis je faire des compiles, rassembler plein de bandes ensemble. Puis finalement, on a comme créé une scène autour de ça, tu sais, puis on avait un certain succès quand même, puis vous aviez fait 2 fois que je pense les étiquettes Méga Fiable coup de cœur francophone, vous aviez votre plateforme à Montréal pour faire des soirées, fait que il y a eu un raisonnement quand même, une résonance. Ouais, absolument. Méga Fiable, c'était rendu quelque chose là, à un moment donné, tu sais, c'était rendu une belle gang, puis il y a bien du monde qui s'en souviennent encore. Puis
tant mieux, tu sais, moi je suis vraiment vraiment fier de ce qu'on a fait à partir de là, tu sais, tout était fait de manière tout croche, naïve, mais tout était fait avec le cœur à 100%. On se donnait tellement, j'ai tellement perdu d'argent là-dedans, mais tu sais, mais je comptais pas l'argent que je mettais là-dedans, je comptais pas le temps que je mettais là-dedans, je le faisais pour la passion, tu sais, c'est quand NoFX ils le disent un peu en niaisant, tu sais, doing it for the cause, c'est littéralement ça, je veux dire, c'est comme parce que s'il y a de quoi de plus qui vient avec, c'est juste un bonus. C'est ça. Là, fait que, ouais. C'est pour le fun. C'était pour puis moi, ben, j'apprenais, puis j'explorais les rouages de l'industrie musicale. Et comme journaliste, c'était tellement pertinent de vivre tout ça par moi-même, de me frapper le nez sur des murs, de comprendre comment d'autres bandes aussi peuvent se frapper le nez sur un mur ou se retrouver au sommet, out of the blue, tu sais, sans être nécessairement, sans avoir travaillé aussi fort que d'autres bandes peuvent travailler, tu sais. Fait que ça m'a permis de comprendre les inégalités puis les frustrations que des artistes peuvent vivre, puis ça me donne une perspective différente aujourd'hui quand je peux écrire, mettons, sur les vulgaires machins ou sur n'importe quelle autre bande qui commence sa carrière. T'en as fait de la tournée, tu sais, tu as vécu ce côté-là aussi. J'ai dormi sur des planchers, puis vraiment, puis tu sais, on avait aucun problème avec ça, là. J'ai développé une technique, genre, quand, à place de dormir sur le plancher, ben, je dormais dans le bain parce que je faisais couler un bain chaud puis je me réveillais dans le bain frais puis je faisais juste comme en fait. Hey, mais il y a une affaire, par exemple, que j'ai pas oublié parce que j'ai vu un article à un moment donné sur les prostituées que ça disait leur prochain album va probablement sortir sur Pirate ou Pirate Records. Ouais. Puis j'ai comme pas vraiment, tu sais, tout a été sur Megafiat dans le fond puis self-release, ouais. mais c'était quoi Pirate Records? C'était-tu quelqu'un d'externe ou c'était votre gang aussi? Hey, c'est vraiment une bonne question. Tu fais vraiment des bonnes recherches. Pirate Records, ça a été un projet qui a pas vécu très très longtemps de Pat K. Ouais, qui dans ce temps-là il travaillait au Fouf, puis lui il aimait bien ça ce qu'on faisait, puis là on était dans l'espèce de mouvance là du psychobilly là, tu sais, qui commençait à être vraiment populaire. Fait que lui il avait commencé à sortir des trucs, puis il avait ramassé Gutter Demons sous sa houlette. Il avait ramassé nous autres, puis je me rappelle plus qui d'autres qui étaient là-dedans, en tout cas. Sûrement son band aussi, comment Croston puis ces affaires. Ben, c'était avant, là, les Crostons n'existaient plus rendus là, tu sais. Fait que il nous avait embarqué là-dessus, puis je pense même qu'il y a peut-être eu une édition d'un de nos albums qui est sorti avec le tag Pirate Records, genre une 3e édition, mettons, de Trop souvent mal baisé, puis et là le prochain, mais finalement Pirate ça a planté, puis c'est un peu là où on a fait comme ben là faut qu'on se trouve un label, hey, mais quand qu'on avait un label, hey, là on était dessus, puis il y a eu aussi, c'était-tu Burnout Productions, je pense, qui ont été associés à notre premier album, qu'eux autres qui faisaient, c'était un gars qui produisait des shows punk à Montréal, puis on avait même mis PAF Disc aussi, qui était le label de Le Volume est au maximum. On mettait des noms de labels, mais tu sais, qui faisaient pas vraiment rien pour nous autres, dans le fond, là, tu sais, on voulait juste comme avoir un nom de label. Subvention, puis tout, tu peux juste être indépendant. Ça donnait rien, dans le fond, tu sais, ça donnait rien de plus, mais ça donne un aura un peu de puis on cherchait une famille montréalaise, tu sais, c'est un peu ça, parce qu'on avait déjà toute notre gang d'Abitibi, de Rouen puis tout, mais à Montréal, on cherchait une niche, tu sais, puis avec Pat K puis avec les Gutter Demons, on l'avait trouvé, là, tu sais, ça a été le fun, on a fait beaucoup de shows avec Gutter Demons dans le temps, puis ça pognait Gutter Demons. C'était bon, c'était le fun, ces shows-là, ça marchait au bout. Un des shows qu'on a fait, là, les plus mémorables, c'était au Fouf, un show d'Halloween avec Gutter Demons, c'est parfait. Puis nous autres, on s'était tout fait faire des déguisements de joueurs de football zombies, puis on avait deux cheerleaders zombies, puis c'est tout fait faire avec des couleurs roses avec le P des prostituées sur le écoute, on se donnait vraiment là, tu sais, puis ça c'était vraiment mémorable. C'était vraiment cool. Je pensais pas aller dans tous ces souvenirs-là à soir. Et puis le pire, là, je le dis parce que je regarde des fois le temps, parce que j'aime pas ça étirer un podcast sur 2 heures, parce que je veux comme garder l'auditeur tu sais, allumé pis tout. Puis tu sais, gars, tu peux les voir là, mes notes là. Ça ici là, ça c'est toutes des bands qu'on n'a pas encore parlé. Oh my god. Puis on va avoir sûrement l'occasion un autre jour, parce que là, maintenant que tu me dis que t'es 50-50 Rouen-Montréal, comme il y aura une autre occasion. Ben oui. J'ai comme il est ici pour le livre des vulgaires, je peux pas rater ma chance, puis je t'ai écrit, puis là on se rencontre. Mais j'ai vu une photo à un moment donné parce que je me dis je vais me concentrer sur les prostituées, puis les autres on va garder les sujets vierges pour une autre fois. J'ai vu à un moment donné il y a une voix féminine sur quelques chansons. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un une fille avec un clavier aussi à un certain point sur des photos. Oui. Je me suis toujours demandé, c'était-tu comme une membre qui est arrivée tard
puis que finalement le band s'est dissous après, ou c'était comme une invitée ou Encore une fois, très bonne question. Ça a été... Bon, première des choses, l'idée d'ajouter une voix féminine sur une de nos chansons, ça a été une idée de Hugo Miodi, qui était réalisateur, qui était comme... surtout souvent mal baisé, on a ajouté la voix de Gisèle Weber, je me souviens bien, de Hot Springs, OK? Ah, OK, ouais. C'est elle qui est venue chanter une couple de back vocals. Elle avait vraiment un tone de voix unique, là, vraiment nice. C'était vraiment cool qu'elle vienne. Puis après ça, sur le deuxième album, ben là, ça a été Karine Isabelle, qui était à l'ESCO, qui est encore à l'ESCO aujourd'hui, d'ailleurs, qui est venue chanter avec nous autres. Puis là, à un moment donné, ben là, ça commençait à faire quelques chansons qui avaient une voix féminine, puis que là, en show, si on jouait avec les vautours, ben on demandait... puis il y a aussi Azur de Grâce des vautours qui est venu chanter sur une track. Okay, je pensais vraiment qu'il y avait eu une personne, mais finalement, il y a eu plein de ouais, ben là, c'est juste des guests, tu sais, pour les enregistrements. Puis, quand en show, quand on faisait souvent des shows avec les vautours aussi, fait que là, ben Azur, elle venait faire les back vocals, tu sais, des chansons souvent, des trucs comme ça. Puis là, à un moment donné, on s'est rendu compte que ben là, ça commençait à faire beaucoup de chansons qu'on pouvait pas vraiment jouer ou que live, il manquait quelque chose. Fait que, et le volume est au maximum, sont arrivés avec, à ce moment-là, avec Catherine, qui se faisait appeler Catherine Love, au keyboard. Puis là, on était comme... ça serait vraiment une bonne addition, parce que c'est vrai que sur nos albums, on ajoute un petit peu pour backer, puis on pourrait avoir une fille qui chante très bien, toute la patente. Fait que je sais pas comment on a rencontré Caro, je me rappelle même pas de son nom de famille. Mon Dieu, c'est parce que j'ai fait longtemps, j'ai pas pensé à elle, là, mais elle a fait quelques shows avec nous parce qu'on voulait vraiment ajouter de la profondeur musicale, puis on voulait ajouter une voix de plus, puis tout, mais finalement, sa vibe fitait pas avec nous autres. On était tellement des espèces de entre nous autres, tellement baveux les uns envers les autres, tellement... C'était méchant, là, comment est-ce qu'on se traitait les uns vers les autres, mais c'était du tough love de dude de band, tu sais. C'était pas ouvert, tu sais, ça avait pas de bon sens. Puis même pour Jimmy Baudouin, à cette époque-là, Jimmy, c'était tellement un bon garçon, gentil, tu sais. Il avait de la misère, là, à trouver sa place à l'intérieur de notre espèce de trio d'Abitibi, là, assez c'est rough. comme, dans le fond, rentrer dans un vestiaire de hockey que tu connais personne. Exactement. Deal with it, là. Exactement. C'était vraiment ça, tu sais. Fait que ça a pas marché avec Caro, tu sais. Puis avec Jimmy, ben, ça a été un peu la même affaire. Il est parti à un moment donné, puis il y a eu Éric Duchesne qui jouait dans Les Fumants, du monde du Saguenay. Finalement, la famille montréalaise qu'on cherchait, là, ben, c'est devenu vraiment la gang de Chicoutimi, avec les vautours, les Fumants, puis toutes ces bandes-là, que là, on avait vraiment quelque chose qui se passait avec eux autres, tu sais. Ouais. C'était-tu vous autres, la première vague, on va dire, de Abitibienne qui déménageait à Montréal? Parce que j'ai vu à une certaine place que c'était même vous autres qui avez comme encouragé Zad à déménager à Montréal parce qu'elle allait y trouver un drummer pour Bonne Journée pis oui. tout. Puis là, j'essaie de voir si avant vous autres, il y avait des bands qui étaient rendus à Montréal, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un peu vous autres qui avez fait un petit mouvement. Dans le punk, il n'y en a pas eu. C'est-à-dire qu'avant nous autres, il y avait Gwen Wed. Fait que il faut absolument le dire, mais... Ça, il était sur les compiles... Kafka Musique puis tout ça se ouais, les autres qui étaient, tu sais, dans les groupes alternatifs, là, des années 90, là, Gwen Wed, là, ils ont eu un bon succès, ça venait tout de Rouyn-Noranda, puis ils ont déménagé à Montréal avant nous, mais on avait suffisamment de distance d'âge, mettons, pour que moi, j'ai jamais assisté à un concert de Gwen Wed à Rouen. C'était vraiment... Je suis même pas au courant de leur existence. Quand j'ai commencé à être bénévole à CIBL, on faisait jouer du Gwen Wed, j'ai comme catché après que c'était à Rouen, tu sais. Fait que ça m'a pris du temps à catcher ça. Gwen Wed, ça a donné Philippe B, qui était le chanteur, puis il y a JC, le claviériste, lui a cofondé Bon Sound. Ah ouais. Puis le drummer Éric Morin, ben, il est réalisateur de longs métrages, mais aussi des tonnes et des tonnes de vidéoclips. Fait que tu sais, Gwen Wed, ça a vraiment essaimé, puis c'est devenu des membres influents de l'industrie musicale au Québec. Et fait que gros respect pour eux autres, mais nous autres, on avait fait notre move, puis là, il y a quelqu'un qui a fait un party d'Abitibi à Montréal à un moment donné, à l'ancien Club Soda. Wow, on a joué là. Puis les Prostituées avaient joué en première partie de Gwen Wed, et c'est là où on s'est rencontrés, mais c'était à Montréal que finalement que ce lien-là s'est fait. Mais après ça, oui, effectivement, le monde a commencé à faire le move, le monde de la scène punk, là, et là, notre scène punk a créé quelque chose à Montréal. Tu sais, on avait aussi une espèce de repère pendant quelques années qui était le pub Le Balafré. Okay. Parce que moi, il y avait aussi mon chum Perron. Perron, c'était le scellant. Mais ça, c'est celui qui est derrière Déjà Vu. Déjà Vu, exactement. Genre, un groupe que tout le monde me parle du fameux démo cassette qu'une couple de personnes y ont, pis il y a juste comme une tune ou deux disponibles, pis c'est super bon, là. C'est excellent. Perron, là, c'est l'âme de tout ça. C'est lui qui nous a
tout appris. C'est un peu notre gourou dans ce temps-là. On l'écoutait, on buvait ses paroles. Tu sais, c'était le gars qui est allé à Montréal, qui est revenu à Rouen, qui est retourné à Montréal, qui est revenu. C'est lui qui a fait la compilation Rouen Noranda Hardcore. Ah ouais, OK. Ouais, qui a décidé de rassembler toutes les bandes. Il y avait son groupe Les Fausses Sceptiques, qui était comme hardcore en français. C'est toi qui as écrit un article sur Fausses Sceptiques avec les Barbares du Nord, puis c'était dans Voir ou dans Vice aussi? Mon Dieu, je pense pas que c'est moi qui ai écrit ça. Non? Peut-être, ça se peut. Il me semble que c'est dans le Voir ou dans le Vice, il y a un article sur la scène underground de Rouen, puis ça parle justement de Fausses Sceptiques, Barbares du Nord, parce que moi, je préparais mes recherches pour Capable, puis je voulais voir justement, ils ont repris Barbares du Nord de Fausses Sceptiques à un certain point. Puis fait que c'est peut-être pas toi qui l'as écrit, mais il y a quelqu'un qui a écrit vraiment un article vraiment c'est cool Sébastien Tessier. Qui est interviewé par quelqu'un pour parler de ça. Là, okay, ouais. Ça se trouve facilement pour les gens intéressés. Là, oui. Aller voir ça. Puis Perron, tu sais, encore aujourd'hui, moi, j'y dis, là, puis je le dis à qui veut bien l'entendre, j'y dois énormément dans ma vie, là. Tu sais, il m'a appris beaucoup de l'éthique punk, puis beaucoup de ma culture musicale punk, puis il m'a fait écrire mon premier article. Mon premier article dans son fanzine Fausse d'idées à Rouen, puis c'est un article, on faisait un show Résistance puis les Sprats, puis dans l'article, Tessier faisait la critique de Résistance, puis moi je faisais la critique des Sprats dans le même article. Impartial chacun. Ouais, genre, tu sais. Fait que c'était comme un article. C'est un split version écrite. Fait que c'est mon premier article de ma vie, puis c'est grâce à Perron. Fait que tu te dis. Puis, tu sais, je me rappelle le premier show que j'ai fait à Val-d'Or à 14 ans. Il est venu me voir, puis lui, il s'habillait toujours dans un show en Misfits, tu sais. Fait qu'il y avait toujours le deadlock, le noir autour des yeux. Il y avait toujours un gilet à manches longues avec les os, puis il y a les gants. Puis là, il arrive de même, puis il vient me voir backstage après avoir joué. Puis je suis comme, man, c'est qui ça? Puis tu sais, je connaissais déjà Misfits à 14 ans. Puis fait que je suis comme, il était bien Misfits, man, c'est normal spécial. Puis là, il est comme, hey man, c'était bon votre show. OK, cool, merci. Tu sais, ça vous tenterait-tu d'en faire un autre à Rouen avec Ripcord puis les Paria? Puis j'étais comme, tabarouette, hein? J'étais là, ouais, c'est sûr. Puis il y a eu des affiches de ce show-là, mais il s'est jamais réalisé, mais ils nous ont bookés dans d'autres shows après. Mais des personnes comme ça, là, c'est tellement essentiel dans une scène. Ça te prend cette personne-là qui est la plus motivée, qui rassemble tout le monde, qui te mène. Puis après ça, nous autres, on a juste comme suivi l'espèce de gros push qu'il a fait à toute la scène, tu sais. Ouais, c'est le noyau que tout s'agglomère un peu. Puis tu sais, comme pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est un peu ces personnes-là qu'il faut retrouver. Puis tu te rends compte que c'est des personnes super comme dans l'ombre, low profile. Puis dès là que tu fais juste allumer la switch, t'as un débit d'informations là, infini sur plein de trucs que tu te dis faut noter ça en quelque part, ça peut pas comme mourir avec cette personne-là puis tout. Là, puis lui, il a toujours voulu après ça faire ses affaires le plus obscures possible, déjà vu, là, tu sais, jouer en arrière d'un drap pour pas être reconnu, pour pas que les gens puissent le ça voir. Marche parce que pour moi, c'est un mystère total. C'est juste des ombres que tu voyais, tu sais, c'est comme, hey man, c'est incroyable. C'est vraiment, là, déjà vu, tu sais, il pourrait réactiver le groupe n'importe quand en plus, en tout cas. C'est le meilleur band, pour moi, c'est mon préféré de toutes les bandes qui sont sorties de Rouen dans le punk, puis ils ont même réussi, il y a 4-5 ans peut-être à mettre une chanson sur une compilation américaine qui s'appelle Crise de cœur, la chanson. Ouais, ben c'est la seule qui est disponible, je pense, sur Bandcamp aussi. Là, ben, c'est même pas la même version, c'est la compilation, genre c'est tellement obscur, là, c'est merveilleux. Ben, allez voir ça, puis je pense je l'ai déjà nommé dans un autre podcast, puis j'avais mis le lien, mais au pire, tu sais, déjà vu, ça s'écrit bien, puis évidemment, tu sais, le graphisme fait hyper référence aux Misfits aussi. 100%. Ça va être tape à l'œil, vous allez le trouver. Ah oui. Là, je m'en retiens parce qu'il y a comme plein d'affaires encore. Tu vois, je pense que j'ai même pas passé le quart des notes que je voulais te poser. Fait que c'est parfait. Fait que je parle trop. Ben non, mais c'est parfait parce qu'en plus, non, je suis vraiment content de la direction que ça a pris, mais je veux être certain qu'on plug les trucs aussi actifs que t'as en ce moment. Ouais. Là, évidemment, tu sais, l'évolution du métal au Québec. Les racines du hip-hop, c'est disponible. Le livre sur les vulgaires machins, c'est disponible aussi. Là, j'ai vu, je sais pas si tu veux parler aussi les 5 plus grands bands du métal version ça c'est le prochain projet qui s'en vient, ça. L'histoire de 5 grands groupes métal du Québec aux éditions Sawin. C'est 5... j'ai fait toute l'espèce de scénarisation et mise en BD avec l'éditeur Nick Michaud de ça. Fait qu'on a interviewé 5 bandes. Despise Icon, Voivod, Forteresse, Anonymous, puis Gorguts, merci beaucoup. Puis on ajoute autre chose aussi, vu que moi je suis toujours... moi je suis toujours, tu sais, j'ai besoin d'aller aux racines. Fait qu'on a autre chose en introduction. C'est la racine de tout. C'est ça. Fait qu'on a pris leurs histoires, puis on a ramassé leurs meilleures anecdotes, puis on les a mis en BD. Alors, on a demandé à tous des BDistes différents d'y mettre en BD, avec ce que nous autres, on avait comme scénarisé, comme case, etc.
ça a été, j'ai adoré ça. Je faisais de la BD quand j'avais 10-12 ans chez nous, tu sais, je tripais là-dessus puis tout. Puis là, j'ai pu réaliser ça, puis là, j'ai pu en même temps intégrer mon fils un petit peu là-dedans, tu sais, lui montrer comment est-ce qu'on faisait ça, lui-même qui tripe, qui en lit de la BD puis tout. Fait que là, ça s'en vient là dans les prochains mois là, c'est en impression en ce moment même. OK, parce que c'est ça ma question, parce que j'avais vu qu'il y avait un Patreon ou un GoFundMe ou tu sais, un socio-financement, que si vous dépassiez, ils pouvaient rajouter comme une planche de plus à chaque histoire. Fait qu'il est trop tard, j'imagine qu'il est trop là, tard. C'est terminé malheureusement. On va pas donner de la job d'ici un mois à un dessinateur. On était proche en plus, on était vraiment proche de pouvoir rajouter ça. J'avais presque peur, moi, parce que c'était beaucoup de travail de plus. Ouais. C'est beaucoup de travail. Puis, mais en même temps, c'est comme tous mes projets, je les fais par passion. Puis j'ai trouvé ça tellement le fun de faire ça. J'aimerais ça continuer. J'aimerais ça faire un autre tome. Mais là, j'ai tellement de séries de tome 1 de lancer. Je sais pas, il faut que j'arrête là, de dire comme il y a un tome 2 qui s'en vient. Mais le tome 2 de l'évolution du métal québécois, là, c'est Louise Girard qui va l'écrire. Puis je travaille avec elle là-dessus en ce moment. Fait que ça, c'est en développement. Le tome 2 de l'évolution des racines du hip-hop au Québec. C'est sûr que ça va sortir au moment où on va être prêt avec la série documentaire sur laquelle je travaille en ce moment. Je sais pas encore le droit de nommer le média qui va le diffuser, mais on va avoir une série documentaire vidéo qui va se faire autour de ça. Je pense que Impost, exactement. C'est lui qui va être l'animateur. Moi, je vais être son co-animateur là-dedans. Puis c'est ça, le truc sur les 5 grands groupes métal, c'est probablement la prochaine affaire qui va arriver, idéalement avant Noël, parce que c'est toujours le bon moment. Tu sais, les gens peuvent s'offrir ça à Noël. Puis les bands ont été contents aussi. C'est ça que j'aime, c'est que les bands ont tout approuvé, hein. Puis ça c'est le fun là. Ouais. Mais j'ai juste aussi Racine du hip-hop pour être certain. Il va-tu aussi avoir le jeu vidéo qui va sortir? Non, finalement. Pour vrai, ce projet-là a crashé, crash and burn. C'est dommage, mais en tout cas, c'est à l'ONF, il y a eu des petits problèmes de négociation. Okay, puis ça a fait bon, ben on va laisser faire. Ah, mais c'est fou parce que tu sais, les Racines du hip-hop, c'est comme une espèce de pas un collage, mais tu sais, c'est plein de petits articles différents. Je pense que t'as comme aggloméré dans un pamphlet, tout ça. Que ça l'aille à une série télévisée, à un jeu vidéo, puis tu sais, qu'il y a eu le projet, tu sais, qu'il y a le tome 2 pré-sortir, parce que ça couvre vraiment comme majoritairement comme, tu sais, 4-5 artistes forts, puis ça parle un petit peu de la scène hip-hop comme au début des parties de DJ dans les différents quartiers. Mais tu sais, tu le vois que c'est comme une goutte dans l'océan de toute l'information qu'il peut avoir. Là, tip of the iceberg. Ouais. C'est passionnant la recherche là-dedans parce que c'est la recherche la plus difficile que j'ai faite de toute ma carrière, hands down. Ok, très difficile de retrouver ça. Mais là, et ce qui est un autre élément qui est très difficile, c'est de rester assis sur ce que j'ai trouvé depuis ce temps-là sans le diffuser et de le mettre tranquillement dans la série de documentaires. J'ai du stock là incroyable, des histoires des artistes, des DJ, des breakdancers, des histoires absolument fascinantes que j'ai juste hâte de pouvoir révéler au grand jour pour le grand bénéfice de ces gens-là qui étaient des passionnés de tout ça et qui ont jamais eu le micro, qui ont jamais eu l'occasion de passer dans les grands médias et qui pourtant le faisaient de pureté d'âme et de cœur là, tu sais, pour la culture. Fait que j'ai juste hâte que ces histoires-là sortent pour que ces gens-là reçoivent le mérite qu'ils ont jamais eu. Ça peut relancer aussi des fois là, tu sais, quand on dépoussière des vieux trucs aussi, ça se peut que ces personnes-là aient maintenant des opportunités de faire des featuring, de refaire des shows puis tout. Fait que tu sais, il y a tellement d'affaires qui peuvent se passer quand il y a des trucs de même, surtout quand le monde font You comme read my mind. Pourquoi j'avais jamais entendu ça avant, tu sais. Fait que tu fais comme c'est des affaires que t'as juste comme tes mind blown que ça a été dans l'ombre tout ce temps-là. Là. Si on le souhaite et on va peut-être même le provoquer. Parfait. Qu'il y ait des feats puis des projets qui se fassent. Fait que je laisse ça de même. Sinon, à part de ça, là, c'est ça, je veux vraiment être sûr de nommer tous les trucs que t'as actifs en ce moment. T'as parlé de, tu sais, avec Lars Frederiksen, l'échange de t-shirts puis tout. T'as aussi le Orangeade, tu fais pas Pop Show, mais t'as aussi le site. Orangeade Vintage, en fait, c'est ou Orangeade Pop Shop, tu sais, c'est sur Facebook, ça s'appelle Orangeade Pop Shop, c'est le nom original. Puis sur Instagram, c'est Orangeade Vintage, tout simplement parce qu'il y a toute une communauté de tripeux de vêtements vintage et de t-shirts de collection, etc., qui ont tout un nom qui finit par vintage. Fait que je me dis, bon, je vais fitter dans la communauté. Puis ça, c'est une de mes grandes passions. Quand j'ai réalisé que mes t-shirts de NoFX valaient 300$ maintenant, puis que je les avais dans une boîte, j'ai fait comme, OK, je vais essayer, ça se vend-tu vraiment 300$? Ça se vend vraiment 300$. Je les ai toutes vendues. J'étais comme, OK. Fait que là, j'ai fait comme, là, j'ai commencé à suivre toutes des lives. Il y a toutes des ventes aux enchères live
sur Instagram qui se font. Puis là, je voyais du monde présenter des t-shirts. J'étais comme, man, j'avais ce t-shirt-là de Green Day, 350$. J'étais comme, voyons donc! Tu sais, puis là, je voyais tout ça, puis je me suis dit, ben là, je suis peut-être capable d'en trouver, puis je suis peut-être capable d'en revendre aussi, puis je suis peut-être capable d'en avoir dans ma collection. Fait que j'ai embarqué là-dedans à fond. Puis les grandes vedettes américaines comme, tu sais, Travis Scott, puis comment il s'appelle? En tout cas, il y en a plusieurs autres, là. Ils commencent vraiment à les porter, ces t-shirts vintage-là, soit de Misfits, de Pink Floyd, tu sais, faut que ce soit des groupes assez iconiques, Maiden, tu sais. C'est une période que là, aujourd'hui, tout le monde les connaît, mais qu'au moment qu'il fallait se le procurer, il y a juste quelques élus qui étaient là dans le show qu'il fallait les vendre. Exactement. Ça vient aussi avec les sneakerheads, un peu, j'ai l'impression que c'est un peu la même vague qui est venue avec les... Moi, c'est ça qui m'a amené vers ça. Vraiment, j'ai commencé à triper ces sneakers, puis après ça, ça m'a amené vers ce monde-là de collection qui est vraiment pas étranger au monde de la musique. Puis là, il y a comme, tu sais, j'ai pu acheter un t-shirt de Jawbreaker directement à Chris Baumeister, je pense. Je me dire son nom, c'est Chris, c'est assez spécial. B-O-U-W, quelque chose de... Le bassiste de Jawbreaker, tu sais, j'ai un t-shirt du band qui appartient à lui, puis moi c'est comme mon band punk, tu sais, fétiche des 10 dernières années, mettons, là, le band que j'ai le plus écouté. Tu sais, c'est des affaires de même, là. C'est trippant, là. Tu sais, c'est de retrouver des espèces d'artefacts du monde du rock. Tu sais, c'est fou. Fait que. T'échanges avec des collectionneurs qui trippent autant, fait que ça te donne. Puis j'en revends à du monde qui trippe sur le vintage. Tu sais, on voit ça que c'est rendu ben à la mode, là. Tu sais, tu te promènes dans la série à Montréal, puis tu le vois le monde là, avec les vieux t-shirts de Nirvana déchirés puis tout. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que moi, je suis là-dedans à fond. Ça, c'est un de mes gros trips, là. J'étais sur une boutique sur Mont-Royal il y a un mois. Ouais. C'était une boutique de souliers, mais il y a un petit rack de t-shirts, puis je suis tombé comme sur le t-shirt des championnats de 96 des Bulls avec dessus. Je tourne le price tag, 900$. Exact. Comme, ouais. J'en ai un de cette série-là, absolument. Puis que c'est comme sur Internet, c'est le prix que ça se vend. Puis le monde. Exact. People lay the box. I mean, c'est incroyable que les gens ils sortent cet argent-là, mais ils le font. C'est comme. Ouais, la rareté, c'est ça que ça provoque aussi. Puis voilà. t'as juste la rareté. C'est la pandémie qui a fait ça. Hein. C'est vraiment pendant la pandémie, les gens étaient chez eux à bider sur les ventes aux enchères. Fait que j'ai commencé à en faire de ces ventes aux enchères-là avec des vendeurs américains. Moi, j'ai vu des lives Facebook que t'as fait là, avec. Ben, je sais qu'il y en a un qui revenait souvent dans tes lives aux États-Unis. Il y a Second Hand Scoop avec qui j'en ai fait beaucoup. Il y a Frank WWK, si je me souviens bien. Puis 1980 Something Co, qui est Chris, qui est, je me rappelle pas de son nom de famille, mais il l'utilise jamais. Frank, c'est le plus grand connaisseur pour tout ce qui est les t-shirts de band, puis Chris, genre les t-shirts en général, et c'est devenu vraiment des vedettes de ce milieu-là. Puis, à ma connaissance, je suis le premier Québécois à avoir participé à des lives de même, puis à réussir à me faire un nom avec eux autres, tu sais. Fait que là, maintenant, ils me connaissent, puis quand ils font des lives, je peux juste dire, hey, je peux-tu participer? Puis ils sont comme, ben oui, viens-t'en. Fait que je me suis fait un nom dans cette espèce de niche-là, puis j'en parle pas tant que ça. C'est juste, c'est ma petite passion geek, là, qui m'occupe, sans que j'en parle énormément, là. Non, c'est cool. J'ai eu la chance, en plus, de voir ton sous-sol puis tes racks. Ouais, c'est ça, j'ai dit ça. Ouais. Un autre truc aussi que j'ai pas oublié, parce que là, si je me trompe pas, ton seul band actif, c'est Théâtre Égal en ce moment? Même pas, ça existe plus. Ah, pour vrai, je pense que ça existe encore. Ben non, j'ai lâché ça pendant la pandémie. Actif, ouais, mon dernier actif, j'ai eu Ringuette à peu près en même temps. J'ai lâché à peu près en même temps Ringuette puis Théâtre Égal pendant la pandémie. C'était trop d'implications. Mais j'ai là, en ce moment, je travaille avec une chanteuse. Puis je veux vraiment pousser sa carrière. J'en parlerai pas tout de suite plus que ça, mais je veux réactiver de quoi, puis je veux réactiver aussi peut-être de quoi dans le domaine du sampling, parce que je veux mettre à profit ma collection de vinyles. Fait que j'ai un beatmaker avec qui j'ai parlé de tout ça. Fait que tu sais, c'est plein d'affaires. Je vais toujours avoir toutes sortes de projets, là, c'est sûr. Je suis pas capable de pas jouer de musique, là. Ah, c'est cool. Très cool. Ben pour vrai, moi ça fait pas le tour, mais ça va faire le tour pour aujourd'hui. Parce que pour vrai, là, je pense qu'on pourrait partir justement une série documentaire juste sur les 2 pages de notes que j'ai devant moi. Aïe. Ben, tu sais, je te remercie beaucoup de m'avoir donné ton temps. Merci Phil, pour vrai, c'est vraiment cool. J'aurais pas pensé de jaser tout ça aujourd'hui, c'est vraiment nice. Puis d'habitude, je mets tout le temps une tourne au milieu, mais là, le flow était trop bon. Fait que là, je les mets toutes à la fin. Ah, OK. Puis évidemment, tu sais, je me suis gardé une réserve de d'autres trucs qu'on pourrait peut-être parler à un moment donné si ça existe. Fait que vous allez pouvoir déjà aller vérifier des trucs. J'ai plugué tes projets musicaux qui sont disponibles sur Bandcamp. En fait, on va écouter une tune de L'équipe, on va écouter le film, puis aussi une tune de Rancœur, la chanson Trop tard pour closer le podcast. On n'a pas parlé de ces 2 bandes-là, mais c'est mes 2 bandes préférées dans lesquelles j'ai joué. Ben pour vrai, puis c'est, tu sais, je l'ai écouté, depuis que j'ai commencé la recherche, je l'ai écouté comme pas mal. Puis moi, je m'en souviens, c'est
pour je pense que c'était Ced Pilote de Capable qui était ami avec Zane. Il disait que l'équipe, c'est le band qui a été un des bands les plus tristes quand ça s'est séparé. Puis tu sais, je l'ai écouté puis j'étais comme ben oui, pourquoi j'avais jamais entendu ça par encore avant, souvent ce band-là comme si j'en faisais pas partie parce que j'aime tellement ça. En tout cas, on en reparlera. Non, c'est ça. OK. Puis normalement aussi là pour faire un petit peu aussi la promotion de la diversité et tout, je suis en association avec le blog Les Insoumises. Fait qu'à chaque fois que je reçois juste comme quelqu'un, un gars qui a été dans des bands de gars pis tout, je plug tout le temps la suggestion des Insoumises. Puis là, cette semaine, c'est une chanson du groupe Piss for Pumpkin, la chanson Citronella. Fait que c'est un nouveau groupe jeune. Puis je vous invite à aller découvrir ça. Fait que t'as-tu des choses qu'on oublie qu'il faut absolument que tu plugues? Non. Mon Dieu, il y en a ben trop. Il y a ben trop d'affaires. Plein d'affaires, mais plein de secrets. Fait que, c'est ça, à suivre. Checkez-moi ces réseaux sociaux, là. C'est bon. OK. Cool. Allez, merci beaucoup, Félix. Merci. La tête dans le noir, la tête s'en est vide d'espoir.
le mec qui tremble.